Du coup, moi j'avais encore quelques questions. Je vais essayer vu que j'en ai encore beaucoup, je vais essayer de sélectionner seulement celles auxquelles on n'a pas déjà répondu. Oui, une petite question on avait commencé à effleurer au début. Est-ce que des zététiciens ont déjà remis en cause, à tort ou à raison, quelques versions officielles de quelque événement que ce soit? Je suis pas spécialiste de tous les thèmes, mais justement, on a pris l'exemple de l'homéopathie récemment. L'homéopathie était officiellement remboursée. C'est vrai. Et la vérité officielle n'est pas figée, en fait. Enfin, la position politique n'est pas figée, déjà. On disait pas que c'était Et prouvé par contre, l'homéopathie quand on la remboursait. On disait oui, on disait pas que c'était prouvé, le par droit de contre, se ouais, soigner effectivement. autrement, pourquoi pas, on les rembourse quand même. Là, je te parle de vérité politique, en quelque sorte. Ils ont remis en cause une vérité politique, mais peut-être pas une vérité scientifique. Est-ce que les zététiciens sont capables ont déjà remis en question une vérité scientifique? Je ne pense pas, je connais pas d'exemple, alors peut-être qu'il y en a, hein, si jamais il y en a qui dans Une le public version en ont, officielle, je parlais pas forcément de quelque chose de non, scientifique. pas une version officielle, mais un consensus scientifique, je ne l'ai pas vu remis en cause par un zététicien en tant que zététicien. Parce que la plupart des zététiciens, tels que je l'ai perçu, sont des personnes qui font, comme ils ont dit tout à l'heure, sont des passerelles. Donc essayent de transférer finalement le consensus scientifique à leur public ou à un public en général, à former au doute. Et une fois qu'on est formé au doute, par contre, je pense que les personnes, les scientifiques par exemple, qui vont contester des choses ou qui vont agir, adoptent une démarche empreinte d'un petit peu de zététique. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un outil aussi. Donc je pense que la réponse est oui et non. J'ai pas d'exemple d'un youtubeur zététicien, pour être clair, qui va prendre un consensus scientifique, le tordre et prouver le contraire. Il y a pas ça, j'ai pas. Par contre, j'ai des exemples de youtubeurs qui vont reprendre comment le consensus scientifique s'est établi, comment les débats se sont faits. Par exemple, je pense à la maladie de Lyme, où la haute autorité de santé, je ne sais pas ce qu'on peut appeler consensus scientifique à ce niveau-là, hein, mais la haute autorité de santé française avait pris les recommandations de Perron sur le Lyme. Oui, parce que visiblement Perron, même à l'époque, même Didier Raoult le traitait de complotiste. Et voilà, et ce qui manque pas de sel aujourd'hui. Donc la science disait que c'était n'importe, enfin le consensus scientifique disait que c'était n'importe quoi, mais l'autorité scientifique disait que c'était ça. Donc là aussi, il y a des acteurs multiples. Et à cette époque-là, les zététiciens ont beaucoup contribué associés à la SPILF, hein, qui a fait le gros travail, ont réussi à remettre des choses rationnelles un petit peu sur la table, parce que là, on était dans quelque chose qui était n'importe quoi, qui mettait en danger des patients avec des traitements antibiotiques au long cours. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'exemple fracassant, spectaculaire, mais je pense que l'outil zététique et la démarche employée permettent effectivement à la fois de remettre en cause des directives politiques, parfois, qui se basent sur de la non-science, et parfois permettent même de faire avancer le consensus scientifique, d'augmenter, de trouver des doutes ou des choses comme ça sur des choses questionnables dans tel ou tel élément, et donc de faire avancer la science. Mais je pense que c'est plus la démarche scientifique qui le fait que les acteurs identifiés comme zététiciens parce qu'ils sont vulgarisateurs finalement, qui transmettent une information. Ouais. Parce que oui, en fait, des thèses qui ont été qualifiées de complotistes, oui, tu parlais du Mediator tout à l'heure, mais il y en a eu surtout en dehors du domaine scientifique, mais des complots d'État qui sont finalement avérés exacts. Hein. Les incidents du golfe du Tonkin, les armes de destruction massive en Irak. Souvent, la géopolitique américaine, il y a des complots dedans. Et ou plus proche de nous, quand nos représentants politiques affirmaient que le port du masque était inutile, ou pour la population générale, ou qu'on ne renoncera pas aux terrasses, on ne renoncera pas aux salles de concert. Alors, est-ce qu'ils étaient dans l'erreur, ou est-ce qu'ils propageaient volontairement de fausses informations à chaque fois? Ouais, alors c'est vachement intéressant pour les masques par exemple, parce que ça c'est un truc que j'ai étudié en détail, parce que j'étais d'abord à critiquer énormément le gouvernement, mais moi j'écoute quand on me répond. Ils ont tronqué un propos de l'OMS, je crois. Un macroniste m'a répondu, ouais non mais c'est l'OMS, voilà, et c'est l'OMS qui le disait, c'est pas la faute de Macron, et je fais, sale macroniste, et puis je regarde. Et en fait il avait en partie raison. Voilà ce qui s'est passé sur les masques, effectivement il y a quand même une part de responsabilité du gouvernement qui, à mon sens, ils ont fait un truc qui est pas bien. Ils ont tronqué un propos de l'OMS. L'OMS émettait des rapports qui faisaient 2-3 pages, c'était pas énorme, hein, pour dire un peu ce qu'il fallait faire. Donc sur 3 pages, ils disent les politiques de recommandation générale pour les États, qu'est-ce qu'il faut faire, là c'est la pandémie. Et ils disaient, dans une vision mondiale, qu'on manquait de masques à l'échelle mondiale. Et que donc le port du masque, la phrase « le port du masque en population générale n'est pas recommandé », elle est texto dedans. Mais
elle se termine, il y a une fin de phrase. Et ils expliquent que c'est parce que, comme il n'y a pas assez de masques, on préfère les réserver au personnel soignant et aux malades. Là où c'est vraiment efficace, c'est certain, parce que le personnel soignant sait bien s'en servir, entre guillemets, en ne mettant pas ses doigts dessus, etc., etc. Et c'est le mettre au-dessus du nez, il le met pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui encore, mes élèves, ils le mettent sous le nez. Ah oui. Tous les jours dans le bus, par contre, voilà, du coup, le bénéfice de recommander en tant qu'OMS le port du masque en population générale, il est pas certain. Parce qu'on manque de masques, et du coup, ça enlève les masques des soignants et des malades pour les mettre sur des gens qui les mettent n'importe comment. Donc c'était une question logistique plus que médicale. On sait que ça peut être utile, mais on n'en a pas. C'était présenté comme ça dans le rapport de l'OMS. Et le problème, c'est que quand on a Sibeth qui dit moi je sais pas mettre le masque en le mettant sur le nez, et que la communication est désastreuse, et qu'ils disent juste en tronquant la phrase le port du masque n'est pas recommandé en population générale sans préciser le pourquoi du comment, c'est la porte ouverte à tous ces problèmes qui ont suivi. Et donc, à mon sens, c'est pas une faute de non suivi des recommandations du gouvernement, d'incompétence scientifique. C'est un problème principalement de non-aveu du manque de stock. Il y a eu ça. Et c'est un problème, donc c'est purement politique, et c'est un problème de communication totalement mal faite, parce que évidemment c'était obligé que ça sorte et que les gens s'en rendent compte, et c'était obligé que derrière ça provoque une défiance. Et on n'a pas besoin, si le premier acte provoque une défiance généralisée dans la population, il n'y a pas pire. On a besoin d'un rapport de confiance en période de pandémie, donc c'est là où le gouvernement aurait dû être transparent. Ah, et puis là, on est parti direct super mal, quoi. On est parti super mal. Et puis, c'est pour ça que je citais aussi les terrasses des cafés, parce que ça a commencé comme ça, de Macron qui disait, bah non, on va continuer d'aller boire des coups en terrasse. Non, il allait au théâtre volontairement pour dire on va se laisser avoir. Et puis moi je me souviens de conversations privées que j'avais. Ouais, les Italiens ils sont sales, t'inquiète, ça arrivera pas en France. Ouah, chaud. J'ai vu ce genre de choses se passer. Et je me dis non, c'est bizarre que ce soit passé comme ça. Donc il y a bien des choses à critiquer dans l'action du gouvernement pendant cette crise pandémique. Hein. Ouais. Mais pas forcément toujours tout. Le gros problème qu'il y a dans ça, c'est qu'il faut choisir dans quel sens on critique. Parce que si jamais je critique l'inaction au début en disant il allait au théâtre, il s'en foutait, etc., et il n'y avait pas de masque, dans ce cas-là, je dois abandonner les critiques de dire il n'y avait pas de pandémie, c'est une fausse pandémie inventée, etc., etc. Si par contre je dis c'est une fausse pandémie, il n'y a que des faux positifs, machin, et qu'en fait, du coup il a bien fait Macron de dire qu'il n'y avait pas de problème d'aller au théâtre, etc. Donc faut choisir quelle est la critique qu'on va faire. Et à mon sens, faire le mauvais choix, c'est finalement se décrédibiliser et nuire à une opposition. Et c'est pour ça que ma démarche est dans ce sens-là. Au début, moi j'ai une démarche vraiment militante et engagée dans ce que j'ai fait, mais je l'ai pas fait en tant que zététicien parce que je me définis pas comme zététicien et je suis pas du tout dans le même domaine que je trouve. Mais j'applique les outils zététiques à ma manière de faire. Par contre, j'essaye au maximum. Et voilà. On nous parlait du 11 septembre, il y a un zététicien qui a fait le boulot sur le coup, c'est Mr Sam qui a fait une série d'entretiens avec Reopen 911, qui sont justement, qui étaient à l'époque en tout cas les plus actifs sur ce dos. Question rapide, je sais pas si je m'adresse aux sceptiques ou à la partie de toi qui est politisée, la théorie du ruissellement en économie, qui prétend que baisser les impôts des plus riches profite aux plus pauvres, est-ce que c'est une théorie du complot ? Je suis pas économiste. Moi, je suis pas du tout économiste et je suis pas capable de te répondre clairement à ça. Mon parti politique, j'ai pas de parti politique, mon camp politique, mon idéologie politique, je suis adhérent à aucun parti, serait plutôt de dire que non. Voilà, j'ai spontanément envie de dire non, que c'est pas en baissant les impôts des riches qu'on va augmenter le niveau de vie des autres. Le discours en soi a l'air cohérent quand même, je dois concéder ça a l'air cohérent quand quelqu'un le dit, mais intuitivement, par mon expérience, j'ai pas l'impression. Par contre, je suis quelqu'un qui est pas du tout économiste. Je suis pas capable j'ai jamais testé ça, je me méfie de cette intuition. C'est quelque chose qui spontanément me déplaît, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que je trouve que, d'après ce que j'ai vu, des graphiques que j'ai regardés, etc., les ultra riches sont déjà moins taxés, entre guillemets, que les riches tout court.
Ouais. Et donc du coup, parce que eux, ils profitent des niches, ils trouvent des moyens de réduire leur imposition, etc. L'optimisation fiscale. Donc avec l'optimisation fiscale, donc du coup, évidemment, on y est déjà en fait dans ce soi-disant ruissellement, et je le vois pas trop arriver à moi, quoi. Donc je suis pas du tout de cet avis-là. Je pense que c'est une vision d'un monde concurrentiel, d'un monde de nations qui se combattent les unes les autres. Je suis quelqu'un qui a une vision beaucoup moins nationaliste. J'aime pas les visions nationalistes, j'aime beaucoup plus l'entraide, et je suis humaniste en fait, en quelque sorte. Donc en ce sens, je te répondrai davantage que dans une logique humaniste, ça ne fait pas trop de sens de. Moi je vous se le dis, dire c'est une théorie du complot, ça fait pas du tout consensus parmi les économistes, et puis ouais, d'accord. Et puis voilà, c'est ma théorie personnelle, j'aime bien la scander partout. Pour toi, c'est une théorie du complot carrément. Ouais. D'accord. Si jamais t'as un truc qui a été bien expliqué, moi je suis curieux de le lire. J'ai pas trop le temps en ce moment. En tout cas, on n'a jamais réussi à le démontrer. Donc l'affirmer, pour moi, c'est une théorie du complot, en l'absence de preuves. Mais bref. Bien sûr, déjà en soi. Mais si tu trouves quelqu'un qui a un peu débunké tout ça, je suis preneur. Si quelqu'un. Eh ben, écoute, si je trouve des sources solides, je ne manquerai pas de te les envoyer, Alexander. Question qui te parlera peut-être un petit peu plus du coup que de l'économie. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, est-ce que la désinformation n'est pas finalement devenue une sorte de pandémie parallèle ? C'est ce que disait, il y a beaucoup de publications scientifiques en ce sens, hein, qui parlent de infodémique, il y a des termes comme ça qui ont été inventés. Effectivement, j'ai été très tôt sensible à ça parce que les psychologues de Hong Kong m'ont averti que ça risquait d'arriver, et je suis très convaincu qu'il y a que la désinformation, il y a plusieurs niveaux de désinformation. Faut pas oublier qu'il y a une désinformation stratégique qui a été mise en évidence par les organismes de surveillance, de contre-espionnage. On a le GRU, le service de renseignement russe, qui possède des médias. Il y a des rapports complets sur ça par les agences européennes de surveillance, je sais plus comment ils s'appellent. J'avais fait des fils Twitter à ce sujet, hein, je peux les partager plus tard. Et donc j'avais lu les documents en fait, et quand je les ai lus, j'ai fait des synthèses. Et donc le GRU a carrément des médias financés donc par l'État russe dans le but de désinformer. Donc il y a ça existe, c'est documenté, c'est prouvé, on le sait. Il n'y a pas que les Russes. Alors je pointe les Russes comme ça directement. Les Chinois l'ont fait aussi. Et je n'ai pas vu de documents sur les Occidentaux, mais comme je parle pas russe, je suppose qu'il faudrait chercher dans les documents officiels russes pour voir des analyses de la propagande occidentale. Voilà, donc je suppose qu'il y a sans doute des agences de propagande un peu partout. Les Russes, c'est marrant parce que historiquement ils l'ont déjà fait. Je sais pas si vous connaissez l'opération Infection. Sinon, je vous invite à vous intéresser. Opération Infection avec un cas à propos du virus du sida. Ça date des années 80. Où les Russes avaient payé des scientifiques pour désinformer sur le sida. Et ça a été rendu public à la chute du mur de Berlin, quand on a révélé un peu les documents secrets, etc. On s'est rendu compte que les Russes ont mis bien du pognon pour désinformer sur le sida en Occident. D'accord. Donc un phénomène qui est plutôt documenté et qui est comparable. Donc c'est un des aspects. Hein. Il y a la désinformation d'État. Et ensuite, il y a toute la désinformation financière arrivée, que des gens essayent de faire pour gagner du pognon, clairement, ou de la notoriété. De bonne foi. Et puis il y en a qui le font de bonne foi, parce qu'ils se font avoir. Sauf qu'avant, ça se faisait au bistrot du coin, tu partageais ça avec tes potes autour d'une bière. Aujourd'hui, l'horizontalisation de la communication, pour le meilleur et pour le pire, ça c'est pour le pire. Ouais. Et donc il y a une étude très intéressante à ce sujet que je recommande, c'est le Center for Countering Digital Hate, donc le centre pour s'opposer à la haine en ligne, qui a fait une étude sur la désinformation et qui a montré que 67%, je crois, ou plus de 60% des contenus de désinformation anglophone sur la pandémie étaient issus sur Facebook et Twitter, étaient issus de 12 sources. 12, pas plus. D'accord. Parmi eux, il y a le Kennedy Junior, il y a une douzaine de noms qui sortent pour la désinformation. Si tu peux le mettre en source, ça pourrait être intéressant. Oui, tu pourras peut-être pas le mettre sur le chat par contre, ouais. Ouais, comme je suis, si un des modos peut le faire, je galère. Ouais, cherchez CCDH, Center for Countering Digital Hate, dozen, ça veut dire douzaine, disinformation, dozen, la douzaine de la désinformation.
D'accord. Je voulais revenir un petit peu, on l'a abordé du coup un petit peu plus tôt, sur les phénomènes de diffusion et de refusion. Alors tu le définissais tout à l'heure, par exemple lorsque des fact-checkers démontrent que, quels que soient ces fact-checkers, démontrent qu'un homme politique a menti, on parle de diffusion du politique, mais à l'inverse de refusion lorsque, je sais pas, par exemple un politique corrigerait une fausse information. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade de défiance tel qu'aucune refusion n'est désormais possible? En tout cas chez Alors, nous. ça dépend des personnes. Il y a des personnes. Moi, je suis dans un niveau de défiance et j'arrive, disons, j'arrive à m'autoréguler énormément. C'est sans doute grâce à l'éducation que j'ai eue scientifique et zététique. Ça m'a intéressé, les outils zététiques m'ont apporté ça. Je suis quelqu'un qui a été mis en garde à vue abusivement 3 fois, quoi. Je suis quelqu'un qui a subi pas mal d'intimidation dans tous les sens et qui a vécu des scandales d'État de l'intérieur, notamment l'affaire Geneviève Leguet où on a dû batailler pour que ce soit reconnu, quoi, parce que au début elle a trébuché et puis tout d'un coup il y avait le préfet qui était au courant que c'était bien dans la charge, etc., etc. Donc j'en profite, je parle aussi d'une ONG avec laquelle je bosse. Je suis membre d'une ONG qui s'appelle Index. Où on s'occupe INDEX, hein, tout simplement, .ngo si on veut consulter, où on travaille sur des affaires d'État, aussi bien l'affaire Adama Traoré que l'affaire Gay Camara, enfin il y a plein d'affaires comme ça où il y a des personnes qui ont été blessées dans le cadre d'intervention des forces de l'ordre ou qui sont décédées. Et le boulot d'Index, ce sont des architectes qui font des reconstitutions 3D et qui vont vérifier les versions des policiers ou les témoignages, etc., etc., qui a même permis de rouvrir une enquête où on n'arrivait pas à identifier un tireur d'un tir de LBD et qui finalement a été identifié récemment. Donc on fait ce genre de boulot où là on est finalement tout le temps confronté à des autorités qui nous mentent, à des préfets, des commissaires, et des institutions publiques, des médias aussi qui relaient ça parce qu'ils vont interviewer les personnes d'autorité en quelque sorte. Et donc moi je suis quelqu'un qui est extrêmement défiant parce que j'ai beaucoup subi aussi. Et je pense que j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans la même situation, qui ont vécu des situations de violence policière et qui sont dans une extrême défiance parce qu'ils n'ont plus confiance, quoi, parce qu'ils ont vécu des choses qui leur paraissent totalement injustes. Ouais. Et donc quand on est dans une situation de défiance à ce point-là, effectivement, la refusion est très faible, mais elle existe. Mais il ne va pas suffire d'une petite refusion pour refaire confiance à cette autorité. Il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts, il va falloir qu'il condamne tous ceux qui ont fait des bêtises, machin, tous ceux qui nous ont tiré dessus au LBD alors que c'était illégal et compagnie. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Si jamais Macron demain organise ça, arrive à faire condamner toutes les personnes qui ont été responsables de violences policières qui ne le sont pas actuellement, arrive à rétablir une certaine justice, refait une justice sociale, etc., il y aura une forte refusion de ma part. Oui. Mais c'est peu envisageable, hein, évidemment. Mais l'effort de refusion va être énorme en quelque sorte. Donc il y a des personnes qui sont extrêmement défiantes et où même les petits événements de refusion ne vont pas avoir beaucoup d'incidence. Mais chez les personnes moins défiantes, qui ont vécu peut-être moins d'injustice ou qui ont une vie plus paisible, qui sont pas allés dans les manifs tout de suite ou qui se sentaient pas d'aller manifester, qui n'avaient pas de raison de manifester, bah eux ils vont peut-être plus facilement changer de bord. Oui. Donc ils vont peut-être parce qu'ils n'ont pas été confrontés prisonniers central, quoi, voilà. Oui. Et puis si jamais on leur montre que Macron a menti sur un truc, bah tout de suite ils vont dire ah mais c'est un menteur, ils vont basculer dans une diffusion. Et puis si jamais on leur montre que non en fait c'est le gars qui racontait n'importe quoi, ils vont faire une refusion plus facilement. Donc je pense que cette diffusion-refusion elle est active sur tout le monde, mais on part pas tous du même point. Il y en a qui sont beaucoup plus en défiance que d'autres. D'accord. J'avais deux petites questions en mode pandémie pour finir cet entretien. Napoléon Bonaparte disait, et promis c'est ma dernière citation, « Le doute est l'ennemi des grandes entreprises ». 2 siècles plus tard, un certain microbiologiste phocéen fustigeait ceux qu'il nommait les méthodologistes. Dans les situations d'urgence, douter n'induit-il pas un risque déraisonnable de ne pas agir à temps ? Ah, bonne question. Est-ce que le fait de trop réfléchir fait qu'on va finalement pas agir parce qu'on est en train de douter, on sait pas quoi faire et puis on passe trop de temps. Il faut aller vite. Situation d'urgence. Ouais, situation d'urgence. Et effectivement, moi je me suis dit c'est vrai qu'il faut quand même pas attendre d'avoir des preuves formelles, etc., etc. Mais je pense que ça n'empêche pas de prendre
ça veut pas dire qu'il faut agir n'importe comment. Celui qui s'excite quand il y a un incendie et qui court dans tous les sens et qui crée des sur-problèmes, qui court dans un incendie avec un seau d'eau et qui se retrouve coincé dans l'incendie, bah ça fait une personne de plus à sauver, quoi. Donc si on réagit trop vite et n'importe comment, on n'est pas efficace et on risque de faire des conneries. Quand il y a un incendie, on installe la lance à eau, on analyse un petit peu ce qu'il y a pour pas se retrouver coincé au milieu de l'incendie en faisant n'importe quoi. Même s'il y a une personne coincée à l'intérieur, on prend un minimum de précautions parce que s'il y a 2 personnes coincées à l'intérieur, c'est pire que s'il y en a qu'une. Donc du coup, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver avec tout ça. Un risque calculé. On peut se dire il faut aller un petit peu vite, mais ce qui n'empêche pas de continuer la recherche en parallèle d'ailleurs. Ce qui n'empêche pas de maintenir un certain doute et de faire un petit peu attention. Et pour moi, j'aurais été un petit peu raoultien en quelque sorte. Si Raoult n'avait pas truqué ses résultats, s'il n'y avait pas de fraude, etc., j'aurais dit ouais, on n'a peut-être pas le temps de faire une étude complète, randomisée, machin. Bon, en attendant, l'hydroxychloroquine, c'est pas très risqué, vas-y, on le prend. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Ouais. Le truc, c'est que le risque, effectivement, il était faible, mais il existait. Et finalement, il s'est avéré que ce risque s'est avéré être dramatique parce que ça cause des surmortalités. Et surtout, surtout dès le départ, on a vu que ça n'avait pas du tout l'effet annoncé. Quoi. C'était totalement truqué. L'étude était totalement bidonnée. Ah, les 3. Et puis la dernière, je pense que c'est la plus belle à ce niveau-là. Mais... Donc comme c'était complètement bidonné, du coup, même avec ce raisonnement, on n'aurait pas dû suivre. Et je pense que c'est là qu'il y a le problème. Il est pas tant... moi, j'étais en désaccord et je me permets de me faire un peu l'avocat du diable. Je suis ici, dans ce que je raconte, un petit peu en désaccord avec beaucoup de zététiciens qui eux me disent quand même que malgré ça, la méthode était essentielle à maintenir. Et je trouve qu'ils ont raison aussi un petit peu dans ce qu'ils affirment. Parce que ces méthodes sont faites aussi pour éviter de faire des conneries. Justement, quand on a un plan en cas d'incendie, c'est justement pour éviter de faire des conneries au milieu de l'incendie. On va pas tout foutre en l'air, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on avait mis en place pour s'organiser, le jour où ça nous tombe dessus, en faisant n'importe quoi. Donc je pense qu'ils ont un petit peu raison sur ça, mais effectivement, on aurait peut-être un petit peu raison. Il y a un petit peu, je présente les deux arguments et je pense que la vérité doit être un petit peu au milieu, mais je donne mon sentiment qui était que on aurait peut-être s'affranchir un petit peu de certaines choses, prendre quelques risques, d'accord, mesurer ces risques, faire attention et surtout ne pas se laisser avoir par quelqu'un qui mitonne, quoi. Ouais, et puis après, rien n'empêche de tester à petite échelle des choses, d'en faire des études rétrospectives qui valent ce qu'elles valent, si dans le même temps tu prends justement le temps à côté de faire de plus larges études des RCT en randomisé, en double aveugle, etc. avec tout ce qu'il faut pour satisfaire la méthode. Ils sont sortis après la première vague, ils sont clairement sortis après. Donc c'était certain qu'on n'aurait rien avant. Maintenant, le risque de l'hydroxychloroquine, pour moi, il était quand même existant, non pas à cause des effets secondaires. C'est ça qui était mal posé. C'est que dans un traitement, il faut avoir conscience des risques qu'on prend. Et le truc a été très mal placé. On a fait comme si ça pouvait soit guérir, soit ne rien faire. Et puis les effets secondaires sont minimes. Et cette manière de présenter fait qu'on a envie de prendre le risque. Mais c'est une manière fausse de présenter le problème. Et puis le problème est le suivant. L'hydroxychloroquine a un effet sur notre corps. C'est pas un effet qui sert à traiter la maladie ou pas. Son effet, c'est de bloquer l'endocytose. C'est un mécanisme moléculaire en gros. Ça bloque l'entrée dans les cellules. Ça permet de ralentir l'entrée d'un virus dans une cellule. Mais ça ralentit également le système immunitaire. Et l'outil classique, l'hydroxychloroquine, est classiquement utilisé pour réduire les inflammations, pour réduire la réaction immunitaire. Or, notre réaction immunitaire, on en a besoin contre le virus. Donc, l'effet physiologique, l'effet de cette hydroxychloroquine, comportait un effet bénéfique qui était de bloquer l'entrée virale, peut-être, je ne sais pas à quel point, mais un risque potentiel qui était de ralentir notre système immunitaire. Comme tout médicament, il y a une possibilité. Et donc là, on n'est pas du tout dans une logique effet secondaire versus ça marche pas. On est dans une logique, l'effet physiologique peut être bénéfique comme néfaste. Et du coup, on ne risque pas rien en le prenant. Alors, certains rétorqueraient que c'était un médicament dont les effets secondaires étaient connus depuis longtemps, mais il y a toujours le problème il y a des fois des contre-indications de certains médicaments pour certaines maladies. Et là, on avançait à l'aveugle. Tous les médicaments, il y a des contre-indications. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi l'azithromycine qui était normalement mis dans le protocole. Mais tous les médicaments, c'est potentiellement des poisons. Tous les médicaments, il y a des effets secondaires potentiels.
Tout à fait. Moi, je parle pas des effets secondaires. Je vous dis clairement les effets directs, les effets physiologiques du médicament sont tels que sur une infection au SARS-CoV-2, on ne peut pas dire, à l'avance, si je regarde le papier, on ne peut pas dire si ça risque pas d'aggraver la maladie. Pour vulgariser un peu la chose, pour dédramatiser le truc, je vais prendre un truc, ça n'a aucun rapport avec l'hydroxychloroquine, mais c'est juste pour que ça se comprend bien, je parlais des battements cardiaques. Vous pouvez avoir des tachycardies ou des bradycardies. Tachycardie, c'est le cœur qui bat trop vite. Bradycardie, c'est le cœur qui bat trop lentement. Dans les deux cas, il y a des médicaments. Il y a des médicaments qui accélèrent les battements cardiaques. Je les connais pas, je suis pas médecin. Il y a des médicaments qui ralentissent les battements cardiaques. Si j'ai une maladie qui provoque une bradycardie et que je teste au pif un médicament qui ralentit mes battements cardiaques, je risque d'en crever. Alors que c'est pas le médicament qui est mauvais en soi, il est contre-indiqué. Le médicament n'est pas mauvais en soi. Si par contre j'ai une maladie qui accélère mon rythme cardiaque, un truc qui ralentit le rythme cardiaque, c'est bien. Donc du coup, là, il faut regarder ce que fait ce virus, et quand je regarde, l'effet de l'hydroxychloroquine, il peut être tout à fait positif, mais comme il peut être extrêmement négatif par rapport à l'effet de ce virus. Pas dans l'absolu si je suis pas malade. Et donc quel pourcentage des gens? Parce que là tu parles de... Tout le monde, oui, mais je te parle de pourcentage, tu dis tout le monde, c'est-à-dire, là tu parlais par exemple l'exemple de ton cœur, du cœur, on n'est pas égaux face à... On n'est pas égaux face à ça. Si tu as un cœur qui bat lentement de base, il est ralenti, et qu'en plus tu rajoutes un médicament qui ralentit, tu risques de crever. Si tu as un cœur qui bat vite de base et que ça se ralentit, c'est moins grave. Donc effectivement, il y a des gens qui sont plus risqués que d'autres. Mais dans l'absolu, dans l'ensemble, prendre un médicament qui ralentit tes battements cardiaques alors que tu as déjà une maladie qui ralentit tes battements cardiaques, c'est sûr, c'est pour ça que je te demande. Ça va aggraver ta maladie. Et donc là, dans le cas de l'hydroxychloroquine, je peux pas te dire de vrai pourcent. Aujourd'hui, je peux te le dire. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est plus 10% de risque de mourir. Ouais. C'est-à-dire que le mélange hydroxychloroquine-azithromycine, lui, il est associé à une augmentation du risque de mourir de 10%. Il y a plusieurs méta-analyses qui concluent en ce sens. Ouais, c'est factuellement, on le sait. Alors plus 10%, c'est centré sur 10%, on a une incertitude, on a une fourchette. C'est entre ça ne fait rien, ça aggrave pas mais ça améliore pas, et ça augmente de 20% le risque de mourir, et c'est centré sur 10%. Alors comment expliquer que depuis l'après-guerre, on ait donné ce médicament à tour de bras, et moi-même je l'ai reçu pendant un an et demi. Il y avait pas le Covid. C'est pas des gens qui avaient le Covid à qui on le donnait, c'est des gens à qui on le donnait pour d'autres raisons. D'accord. C'est pas des gens qui avaient le cœur qui voilà. De l'hydroxychloroquine avec le virus qui augmenterait le fait de 10%. Ok. Et l'azithromycine, donc l'impact sur le corps, c'était quoi? Pour avoir une interaction médicamenteuse délétère avec l'azithromycine. Alors l'azithromycine, il y a deux éléments qui jouent contre ça. Premier élément, c'est effectivement cette association avec l'hydroxychloroquine parce que ensemble, ça peut faire des problèmes cardiaques. C'est très connu. Mais effectivement, là, je suis d'accord que cette critique est pas la plus forte, la plus véhémente, parce que c'est rare. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est plutôt rare. Par contre, l'azithromycine, du coup, si ça sert à rien, s'il y avait aucune utilité à en prendre, il faudrait pas en prendre parce que de toute façon, même si c'est extrêmement rare, ces effets secondaires sont suffisants pour l'éliminer. J'espère que tu es d'accord avec moi avec ce principe. Maintenant, si ça a un effet bénéfique, là, ça vaut peut-être le coup. Alors, l'effet bénéfique, ce serait quoi? L'azithromycine, c'est quelque chose qui est censé avoir une activité antivirale, mais c'est pas trop montré, et sur le SARS-CoV-2, apparemment, non. Et surtout, c'est quelque chose qui est un antibiotique, donc qui va détruire les bactéries, donc s'il y a un risque de surinfection bactérienne, ça va nous protéger. Le problème, c'est que si je le prends trop tôt, et que je le donne à tout le monde, qui était un peu le cas de ce que voulait faire Raoult, je vais créer des résistances aux antibiotiques. C'est-à-dire que tu as des bactéries en toi, et ces bactéries, les surinfections bactériennes ne viennent pas seulement de bactéries extérieures que tu vas respirer. Tu peux avoir des échanges de matériel génétique entre bactéries qui vont modifier les bactéries de ton corps, et c'est ces bactéries qui vont coloniser et devenir infectieuses, en quelque sorte. Je sais pas si je suis assez clair sur ça. Et donc les deux existent, hein. Mais si, du coup, tu présélectionnes dans ton corps les bactéries résistantes à l'azithromycine, et que dans un second temps, ces bactéries récupèrent du matériel génétique et commencent à infecter les espaces qui sont à vif dans tes poumons, etc., bah, tu vas avoir des bactéries résistantes qui sont beaucoup plus dures à traiter d'un point de vue médicamenteux par les hôpitaux. Ouais. Donc le fait d'utiliser massivement de l'azithromycine est dangereux à l'échelle individuelle parce que tu vas créer des résistances au sein des bactéries de ton corps avant la surinfection. Donc il ne faut pas la prendre en prophylaxie ou tôt, il faut la prendre au moment où il y a des bactéries. Et deuxième chose,
la prise d'azithromycine massive de tout le monde a augmenté, ça il y a des études qui l'ont clairement étudié et c'est gravissime, ont augmenté la résistance à l'azithromycine d'un point de vue général dans le monde, quoi. Donc du coup il y a plein de bactéries résistantes à l'azithromycine qui sont apparues. Alors l'association des deux entre entre l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, pourquoi avoir associé les deux et l'impact? Parce que là, j'entends ce que je tu ne dis, comprends pas pourquoi Alexander. Il a écrit dans son papier Gautréal, il a expliqué une rationnelle. Il a dit, comme ça marche in vitro et que l'azithromycine a un effet antiviral, bon c'est un antibiotique, donc c'est parce que c'est un antibiotique. Alors, faut savoir que Didier Raoult est quelqu'un qui était très contesté dans le milieu scientifique depuis longtemps. J'ai documenté ça sur mon blog dans Les Casseroles de Didier Raoult, parce qu'il était le seul au monde à dire que les résistances aux antibiotiques ça n'existe pas. Il niait l'existence des résistances aux antibiotiques et il s'est engueulé avec quasiment tous les scientifiques du monde qui disaient mais tu racontes n'importe quoi. Et donc comme lui il nie les résistances aux antibiotiques, évidemment il s'en fout, quoi. Et du coup lui la seule rationnelle qu'il avait, il ne tenait pas compte des résistances aux antibiotiques et il disait juste bah ça a peut-être un effet antiviral donc on sait pas trop, donc tant qu'à faire on l'a rajouté. Il a clairement dit ça, il l'a dit même dans la vidéo YouTube, hein. Bon, ça pouvait pas faire de mal, on savait pas. Et puis l'hydroxychloroquine, là, c'est vachement intéressant. Moi, je sais pas, il y a eu un switch entre chloroquine et hydroxychloroquine. Au début, c'était chloroquine et hydroxychloroquine, mais dès la première étude, il comparait les deux. Je pense que c'est un choix presque stratégique, politique qu'il a fait. Je peux pas expliquer pourquoi il a choisi ces choses-là. Dans le papier scientifique qu'il a publié Gautréal, la justification scientifique d'utiliser l'hydroxychloroquine ne tient pas la route. Il parle d'essais in vitro qui montreraient une inhibition de l'entrée virale, mais ces essais in vitro demandent des concentrations inatteignables, des concentrations extrêmement élevées d'hydroxychloroquine, qui ne correspondent pas du tout à la posologie qu'il a donnée. Donc du coup, oui, parce qu'il y a des études qui ont été au-delà et ils critiquaient en disant vous avez donné des doses trop fortes, c'est pour ça que ça marche pas. Ce qui est spécial comme raisonnement, alors qu'en fait, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon bah comme le gars il raconte n'importe quoi, on n'en tient pas compte. Et ils ont dit bon l'hydroxychloroquine, nous on pensait même pas le mettre dans l'essai parce que de toute façon il y avait aucune chance que ça marche. Il y a une telle pression populaire, il y a tout le monde qui veut qu'on le teste, etc. Bon on va le tester. Faut qu'on atteigne cette concentration, mais on va jamais y arriver. Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder parce que en fait l'hydroxychloroquine, contrairement à la chloroquine, est utilisée comme anti-inflammatoire. La chloroquine est un antipaludique principalement, donc ça permet de lutter contre le paludisme. L'hydroxychloroquine est utilisée chez les personnes qui ont de l'inflammation chronique, donc qui ont des douleurs chroniques à cause d'inflammation. Et donc on va réduire l'inflammation, on va réduire l'activité du système immunitaire. Et donc pour faire ça, ce qui a été fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que chez des personnes qui ne veulent pas prendre des anti-inflammatoires trop puissants tout le temps, parce qu'ils veulent quand même avoir un système immunitaire qui fonctionne un petit peu, on leur donne de l'hydroxychloroquine au long cours, tout le temps. Et donc ces personnes-là, on a fait un suivi, on a regardé quelle concentration d'hydroxychloroquine ils avaient dans le sang. Parce qu'ils prennent de l'hydroxychloroquine pendant 2 ans, 3 ans, pour leur polyarthrite rhumatoïde. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait chez Recovery, c'est qu'ils ont regardé chez des gens qui prenaient cette quantité, ces pilules là pendant 1 an, 2 ans, quelle concentration ils avaient dans le sang. Ils ont dit tiens, c'est des personnes qui vivent sans aucune complication, sans effet secondaire et sans problème, avec cette concentration-là dans le sang. Donc ça veut dire que l'homme tolère cette concentration-là. Donc on va mettre la concentration max tolérée, on va prendre celle-ci. Donc c'est la rationnelle derrière laquelle ils se sont mis pour mettre une dose importante d'hydroxychloroquine. Et ensuite ils ont cherché à l'atteindre, parce que si jamais je le prends progressivement en prenant 1 cachet par jour, bah, je vais l'atteindre au bout de 2 mois, quoi. Donc ça sert à rien parce que j'ai le temps de tomber malade, crever. Ils avaient une phase d'attaque où ils donnaient ce qu'ils qualifiaient de dose de cheval. Donc ils ont dit bon bah on va regarder une dose de charge, on va essayer de mettre un max au début le premier jour pour arriver tout de suite à une concentration élevée et ensuite on va continuer à la maintenir cette concentration en redonnant des pilules tous les jours. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette rationnelle d'utiliser cette concentration là. J'espère que ça répond à ta question. Ouais. Alors, il y a les Liberty Records qui dit sur le chat, sauf que d'autres médicaments ont été autorisés sans les standards demandés pour l'hydroxychloroquine. Alors, lesquels? Parce que si tu parles du remdesivir, je suppose. Voilà. Alors, en fait, il y a eu une mise sur le marché, je crois, conditionnelle, mais depuis, il y a eu des études randomisées qui démontraient, qui échouaient à montrer son efficacité. À ma connaissance, le seul qui est autorisé, c'est dexaméthasone. Hein.
pour moi, le remdesivir, il y a un aspect un petit peu problématique, scandaleux entre guillemets. Oui. C'est pas un gros scandale, c'est un petit scandale pour moi. Il est exagéré par certains parce que justement, ils ont créé une sorte de compétition hydroxychloroquine remdesivir qui n'a pas lieu d'être. Parce que si un traitement marche et que l'autre marche, il y a pas, enfin, je veux dire, tant mieux quoi. Il n'y a pas besoin de dire que c'est une concurrence entre les deux traitements. Par contre, sur le remdesivir, il y a eu un lobbying intense. Et j'ai été extrêmement étonné de voir des communications de l'OMS en avril 2020, et je m'en suis offusqué, qui disaient que c'était efficace sur la base de communiqués de presse. Et je me suis offusqué de la même façon quand les vaccins sont sortis, que ce soit fait sur la base de communiqués de presse. Je n'aime pas quand il n'y a pas les données qui soutiennent le truc, qui expliquent pourquoi. Je n'aime pas ça. Donc je me suis offusqué de ça. Et effectivement, il y a eu des sorties sur base de communiqués de presse, relayés par l'OMS, sur le remdesivir. Ça, je trouve ça problématique. Ça s'est passé en avril 2020. Et dans un deuxième temps, ce qui a été un petit peu problématique sur le remdesivir, c'est que il y a eu un moment où on avait des pré-études sorties un petit peu à l'arrache qui étaient pas super convaincantes à mes yeux, qui disaient que on gagnait 1 ou 2 jours d'hospitalisation. Donc on était hospitalisé 1 ou 2 jours de moins. Oui, parce que c'était à charge virale. Ouais. Et ils y sont allés vraiment. Enfin, je veux dire, c'était, il fallait diviser. Ils ont fait quasiment du p-hacking, je dirais. Alors p-hacking, ça veut dire que je fais plein de sous-groupes et je vois un groupe dans lequel ça marche parce que j'ai fait tellement de petits groupes qu'il y a par hasard, il y a un groupe où il y a un truc qui marche quoi. Et donc du coup, ils ont fait. D'habitude, on regarde les patients qui sont à la limite légers, modérés et sévères. Mais eux, ils ont fait 5 groupes, je crois, si je me souviens bien, 4 ou 5 groupes. Donc ils ont fait les légers machins, les légers trucs, les moyens machins, les moyens plus. Et donc, dans une subdivision de moyens plus et de moyens moyens, ils ont montré qu'on gagnait 1 jour d'hospitalisation. Et donc, ce petit jour d'hospitalisation, dans une période où on était en train de confiner quand on n'avait plus assez de lits, c'était quelque chose que tout le monde voulait. Et donc, il y a plein de gens qui se sont jetés dessus. Donc, c'était un petit peu exagéré, cette réaction-là. Et il y a eu un contrat cadre qui a été négocié par l'Europe. Et là, il y a eu beaucoup de fausses informations. Faut aussi corriger ça. Un contrat cadre, c'est un contrat cadre, ça veut pas dire que c'est acheté. C'est juste les conditions d'achat qui ont été négociées à l'échelle européenne. Et fort heureusement, la France ne s'est pas fait arnaquer. On n'a pas acheté de remdesivir. Ouais, mais on a participé parce qu'avec l'Europe, de toute façon, la France. Mais voilà, certains, non, on n'a pas participé sur. Il y a une première commande de remdesivir. Alors je vais être extensif. Il y a une première de commande de remdesivir à laquelle on a participé. Mais à l'époque, les données qui disaient que ça marchait pas du tout n'étaient vraiment pas disponibles, et donc du coup c'était de bonne foi. Par contre, il y a eu un deuxième temps où là, Gilead avait sans doute connaissance, enfin c'est encore en cours d'enquête, je sais pas exactement ce qu'il en est sorti, mais c'est sorti 3 jours après, donc c'est évident qu'il le savait. On allait montrer que ça marchait pas, que ça avait vraiment aucune efficacité, et il y a le contrat cadre qui est signé genre 1 semaine avant, quoi. Et donc du coup ce contrat cadre, c'était pas du tout une commande, c'était les États qui veulent l'acheter peuvent l'acheter à tel tarif. Et il y a quelques pays qui se sont fait avoir, 3 ou 4 pays qui l'ont acheté, mais la France n'en fait pas partie. Donc on a eu de la chance sur la deuxième commande. Records dit le contraire, mais vu que t'es modérateur, tu dois pouvoir mettre le lien de la source directement sur le chat. Ouais, allez-y, je me trompe sur quelque chose là quand je ferme ça ? Bah, je sais pas, c'est peut-être info chat, je ne sais pas, à vérifier quoi. Mais n'hésitez pas à me dire si je me gourre. Moi, j'ai lu ça sur plusieurs sources. Ça m'avait l'air solide de ce que j'avais dit. Je crois qu'il y avait un vrai ou fake de France Info qui l'avait sorti aussi. Et j'avais regardé en détail. Alors, le début du truc était sorti sur le truc de l'OMS, c'était le communiqué de l'OMS. Et je réfléchis à où je l'avais vu. Ouais, je sais plus où je l'avais vu. J'ai vu 3 ou 4 articles de presse qui tous étaient concordants. Ils disaient ça. Et j'avais cliqué sur 2-3 sources pour vérifier. Alors qu'est-ce que tu penses de l'ivermectine ? Sur l'ivermectine, bah écoute, là c'est le scandale absolu, c'est hallucinant ce qui s'est passé sur ça. On a un pseudo LancetGate, enfin un truc qui a été monté en épingle énormément parce qu'il y a un gars qui a évidemment fraudé, qui fraudait depuis des années et qui allait dans le sens, qui en fait sa spécialité c'était de publier ce que tout le monde disait. Bah, il y avait le Gazaret qui était frauduleux aussi. Ouais, et il publie ça, et il cible les gros journaux et du coup ça marche super bien en inventant des données. Et il a fait ça sur l'ivermectine en avril. Il a dit l'ivermectine ça marche. On s'en est pas rendu compte, tout le monde dit c'est cool, et on commence à mettre de l'ivermectine partout en Amérique du Sud, dans tous les sens.
Arrive le mois de mai 2020, fin mai, début juin, et là il y a cette histoire du Lancet où le même auteur va publier dans le Lancet que l'hydroxychloroquine ça marche pas, et ça occasionne une surmortalité. Et là tout d'un coup on commence à s'intéresser à ce qu'il fait, parce que évidemment c'est tellement polémique et c'est tellement un sujet central que là on regarde. Mais si jamais il n'avait pas fait ça, toute sa fraude sur l'ivermectine et toute sa fraude dans le New England Journal of Medicine, qui est tout aussi prestigieux, serait passée totalement inaperçue, qui pour moi est inadmissible. On s'en est rendu compte uniquement parce qu'il allait sur le terrain médiatique, mais s'il n'avait pas touché à l'hydroxychloroquine, il y avait 3 fraudes qu'on n'avait pas détectées. Et deux de ces fraudes concernaient l'ivermectine, où il prétendait que ça marchait. Et sur cette base, il y a plein de monde qui a commencé à l'utiliser en Amérique du Sud. Ensuite, il y a eu 3 ou 4 autres fraudes scientifiques, notamment El Ghazar. Attends, juste pour revenir, parce que là, juste pour revenir sur l'ivermectine, les résultats, puisque ça a été utilisé principalement en Amérique du Sud, ça a été quoi auprès des patients? L'ivermectine est totalement inefficace, ça n'a servi à rien, ça n'a pas causé de surmortalité, fort heureusement, mais c'est juste inutile, complètement inutile. C'est un traitement contre la gale, je crois, à la base. C'est un traitement contre la gale, qui n'avait aucune rationnelle de fonctionner, parce que c'est quelque chose qui bloque l'entrée dans le noyau, qu'un virus ARN n'a pas besoin du noyau pour fonctionner en soi. Il y a des éléments, je vais être exhaustif, il y a des éléments qui rentrent dans le noyau de ce virus, il y a des choses qui se passent un petit peu dans le noyau, mais c'est optionnel entre guillemets. Un virus ARN n'a pas besoin du noyau cellulaire pour fonctionner, il reste dans le cytoplasme. Principalement, la majeure partie de son activité dans le cytoplasme. Et donc du coup, l'ivermectine qui bloque l'entrée dans le noyau n'a pas trop de rationnel théorique. N'a pas fonctionné, n'a servi à rien. La raison pour laquelle on a commencé à croire que ça marchait en Occident, alors ça, je te parle de l'Amérique latine, c'est par rapport aux fraudes de ces deux mecs. En Occident, on n'a pas tenu compte tellement de ces fraudes, qui étaient des études observationnelles, donc on n'avait pas trop regardé. Mais ce qui a commencé à buzzer, c'était en fin avril 2020. Il y avait une étude qui était sortie qui montrait que in vitro, c'était 2000 fois plus puissant que je sais plus quoi. Je sais pas si c'était le remdesivir qui était servi comme référence ou si c'était l'hydroxychloroquine, mais il disait que c'était 2000 fois plus efficace pour bloquer le virus in vitro. Or, quand on regarde cette étude, ils n'ont pas fait de vrais tests de cytotoxicité, ça s'appelle. Ils n'ont pas fait correctement le test de cytotoxicité. Et j'étais très content qu'il y ait un lanceur d'alerte qui s'appelle Lu Chen, et que j'invite tout le monde à suivre, qui pour moi est un héros dans cette pandémie et qui n'apparaît dans aucun média, dont personne ne parle, etc. Mais qui nous sortait des données au fur et à mesure des études in vitro du NIH aux États-Unis. Il était dans un très gros labo qui prévoyait de publier dans un grand journal des tests in vitro de toutes les molécules repositionnées. Et lui, en fait, il les sortait au fur et à mesure sur Twitter. Il disait, regardez, j'ai essayé de répliquer le truc de l'ivermectine. Regardez, j'ai une cytotoxicité, c'est-à-dire que les cellules meurent, qui correspond à cet effet antiviral. Alors, je sais pas comment expliquer ça je vais essayer de l'expliquer en détail. Désolé pour le temps que je prends, mais je préfère bien l'expliquer. Pas de souci. Donc, en fait, quand on veut tester si un truc marche in vitro, on va prendre des cellules, on va balancer le virus dessus, on va voir s'il pousse. Donc, normalement, il pousse, tout se passe bien, c'est le contrôle positif. Et ensuite, on va reprendre les mêmes cellules dans une autre boîte à côté, mettre le virus dessus, et rajouter notre produit. Et si notre produit empêche le virus de pousser, il a un effet antiviral. Et on peut dire à quelle concentration ça fonctionne. Le problème, c'est que si jamais ce produit qu'on a rajouté a tué les cellules dont le virus a besoin, il n'a pas eu un effet vraiment antiviral, il a tué nos cellules. Donc du coup, il faut faire un test de contrôle en parallèle. On ne va pas mettre de virus, mais on va juste regarder si les cellules ont survécu, dans quel état elles sont, quand on a mis ce produit. Et donc ça n'a pas été correctement fait dans cette expérience. Et quand le NIH a essayé de le reproduire, il s'est rendu compte que toutes les cellules mouraient, et que c'est pour ça que le virus ne se reproduisait pas. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'ivermectine est toxique en soi, hein. Ne méprenez pas ce que je dis. Je vous dis juste que sur une boîte de pétri, il n'y a pas d'effet antiviral qui est démontré. Il y a juste un effet cytotoxique qui est démontré. D'accord. Et donc, basé sur ça, il y a des charlatans, des fraudeurs, des mecs, des arrivistes, qui ont voulu se faire du pognon, et qui ont sorti des études bidons, et vas-y que je t'en sorte, avec plein de monde qui les partageait, ça buzzait dans tous les sens, des politiciens qui voulaient absolument pas confiner, qui voulaient absolument, ultra-libéraux, là, qui voulaient absolument que l'économie tourne, etc., et qui disaient du coup non, on n'a pas besoin de se confiner, regardez, on a de l'ivermectine, t'inquiète, prends ça, et qui du coup a laissé les gens crever. Et on a eu ce scandale-là qui s'est développé, et à peine il a fallu, j'ai alerté sur ça sur mon blog,
le travail d'origine, je fais partie des sources d'information des gens qui ont analysé les études et qui ont montré qu'il y avait des fraudes dedans. J'étais pas le meilleur. Le meilleur, c'était Leonid Schneider et Smut Clyde. Et Leonid Schneider sur For Better Science, qui est un spécialiste de la fraude, qui a montré les fraudes aussi de Frédéric Vidal, notre ministre de la Recherche, et qui a montré des tas de fraudes scientifiques dans spécialiste de la fraude, a montré les études truquées sur l'ivermectine. Et moi, j'ai traduit ça en français. Donc sur mon blog, vous avez l'article de Leonid Schneider traduit en français avec des éléments qui sont de moi aussi dedans, parce que j'ai contribué à son contenu. Et donc, on a montré tout ce qu'il y avait comme fraude, à partir des données qui étaient publiées. Et il a fallu attendre, alors ça c'est publié en décembre 2020, il a fallu attendre, je sais plus si c'est août ou septembre 2021, pour que enfin, dans la presse, et des grands scientifiques montrent que, ah ouais, les données étaient totalement fabriquées, totalement inventées, tout était bidon. Donc l'étude El Ghazar, la toute première qui avait dit que ça marchait, était une étude avec des données inventées, avec des copier-coller, des patients copier-coller, des chiffres copier-coller dans tous les sens. Le souci, à ma connaissance, c'est qu'il y a beaucoup de méta-analyses qui ont essayé de se constituer derrière en se basant principalement sur El Ghazar et al. Voilà. Et ceux qui disent, il y a tant d'études qui disent que ça marche, bah en fait, ils vont prendre... Moi, je prenais les études à la source. Sur mon blog, ce que je faisais, c'est que je prenais toutes les études qui sortaient, qui étaient des études, qui n'étaient pas des méta-analyses. Et je montrais toutes les études truquées, que ce soit sur l'hydroxychloroquine ou sur l'ivermectine, j'alertais dès qu'il y avait un trucage. Que ça dise que ça marche ou que ça marche pas, je m'en fous. J'analysais l'étude d'un point de vue critique en cherchant à voir s'il y avait fraude ou pas. Et je repérais des fraudes. C'est un peu ce que j'aime faire. Je dénonce les fraudes scientifiques, et il y en avait énormément. Sur mon blog, j'ai donc parcouru au fur et à mesure qu'elles sortaient les études sur l'hydroxychloroquine, il y en a une centaine sur mon blog, et sur l'ivermectine, on les a toutes parcourues, il y en avait une dizaine à l'époque. Et de ces 110 études, hydroxychloroquine plus ivermectine, il y a eu des tonnes et des tonnes de méta-analyses dans tous les sens, qui disaient tout ce que le gars voulait dire, et qui exploitaient finalement que ces quelques études. Donc, on peut se contenter d'éliminer les quelques études frauduleuses finalement. Alors, ouais, sur l'ivermectine, il n'y avait que quelques études frauduleuses. Et sur les sites HCQ Meta, IVM Meta, etc., oui. Ils ne citaient que ces trucs-là. Et attention, des fois, il y avait des études qui étaient faites de bonne foi où les auteurs concluaient beaucoup plus prudemment. Il y avait des études dont on ne pouvait rien conclure. Il y avait des études sérieuses en temps. Moi, sur HCQ Meta, crois-moi ou pas, Alexander, j'ai trouvé une étude où sur l'hydroxychloroquine, donc, où dans le groupe contrôle. Alors, il y avait 100% de mortalité pour les gens qui n'avaient pas pris l'hydroxychloroquine. Mais c'est un groupe contrôle constitué de une personne. Donc c'est aussi ce genre de choses qu'on vous met sur ce genre de site qui prétendent faire des méta-analyses. Donc, moi, celui que j'ai préféré, c'était un Chinois qui avait fait une étude sur de la médecine traditionnelle chinoise. Il avait déclaré un essai clinique. Et puis le jour où Raoult a sorti son truc, il a tout basculé. Il a dit bon bah ça c'est mon groupe contrôle. Et il a envoyé des mails aux hôpitaux en demandant des résultats sur l'hydroxychloroquine par mail à tous les hôpitaux du coin. Et il y a un Chinois qui m'a transmis le mail original, c'est hallucinant quoi. Et le gars il a sélectionné dans les données qu'on lui a envoyées, celles qu'il a rangées. Oui, et ensuite il a sorti un groupe contrôle de 300 personnes qui prenaient de la médecine traditionnelle chinoise, tu sais pas pourquoi, et son groupe expérience qui était constitué de 30 personnes qu'il a choisi parmi les données qu'on lui a envoyées. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent uniquement les titres. Je me souviens il y a quelques mois, à la sortie des vaccins et notamment du vaccin ARN qui a fait énormément polémique, il y a une personne qui m'a dit mais dans le vaccin il y a du graphène et le graphène avec les ondes 5G ça s'agglomère, ça te fait des puces, enfin un truc qui est complètement what the fuck. Et le truc était basé sur une étude qui existe, qui venait d'une université espagnole avec un mec qui sait pas utiliser son microscope et qui était pas sûr de ce qu'il voyait. Ouais. Non même pas. Bon, l'étude était honnête à la fin de l'étude. Oui, non, mais il était pas sûr de ce qu'il voyait. Il disait dans l'étude qu'il savait pas trop ce qu'il voyait, et que ça ressemblait à du graphène. Et c'était marqué que c'était dans seulement une seule dose. Que c'était valable uniquement dans une seule dose qu'il a vue. Et oui, effectivement, qu'il n'était pas complètement sûr, qu'il ne pouvait pas conclure de manière... Oui, non, mais c'était n'importe quoi ce truc. Et effectivement, c'est quelque chose où l'université s'est distanciée du gars qui a publié ça. C'est bizarre qu'il l'ait publié déjà, et ça n'a jamais été dans un journal scientifique. Et ouais, il y a Fact and Furious qui a fait un super travail sur ça, où vous pouvez regarder tous les détails. Effectivement, j'étais une des sources d'infos de Fact and Furious sur ce truc-là en fait. Ah, j'avais lu l'étude, voilà. Mais quand tu vois ce qu'on te ressort après en disant il y a du graphène avec les ondes et la 5G, ça s'agglomère dans ton sang, ça fait des puces. Ouais, non mais t'inquiète, ou les gènes nanoparticulaires, on est télécommandé par le nouvel ordre mondial. Alors tu me fournis une bonne transition sans le savoir avec mon ultime question, l'ours. Je voulais te demander, Alexander, est-ce que douter des vaccins Covid, ARN messager, c'est zététique? Où s'arrête le doute et où commence la paranoïa? Alors le doute est très pertinent, je l'ai eu. Moi j'ai
quand il y a eu un communiqué de presse au début, et qu'ils ont dit que... Alors, je me souviens de l'époque, ce qui avait été dit. C'est efficace 2 semaines après injection. Et moi j'étais là, je disais mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, une immunité, 2 semaines après injection, j'ai encore mes anticorps de ma réaction immunitaire s'il le faut. Hein. Je comprenais pas cette phrase en fait. Parce que quand on a un virus qui rentre dans notre corps ou quelque chose qui rentre dans notre corps, on fait une réaction immunitaire contre ça. Donc je peux pas évaluer l'efficacité de ma mémoire qui est générée juste en regardant 2 semaines après. Il faut que je regarde au moins 1 mois ou 2 mois après. Parce que si je regarde que 2 semaines après injection, j'ai encore des anticorps qui proviennent de ma réaction inflammatoire directe. Donc c'est pas ma mémoire qui s'est activée, c'est ma première réaction. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'étais dans cette logique-là à me dire mais c'est bizarre cette formule. Alors ils avaient super mal formulé le truc en fait. Et j'avais pas, on savait pas qu'il y avait 6 mois, qu'ils avaient suivi les gens pendant 6 mois, etc. Donc à cette époque-là, moi j'ai commenté, j'ai dit mais c'est quoi ce communiqué de presse, c'est pourri. Et ensuite est sortie la documentation de la FDA, c'est les premiers à l'avoir rendu public. C'est en décembre, je m'en souviens très bien parce que je me suis jeté dessus et j'ai passé Noël à le lire. Et moi je suis quelqu'un qui est très content s'il trouve un truc qui va pas. Donc mon objectif était de chercher un truc qui va pas. Enfin, je suis pas content pour l'humanité, mais je suis très fier. Enfin, c'est une question d'ego entre guillemets quoi. J'en ai un, oui, ça arrive. Je pense que ça arrive. J'aurais été très fier de trouver une faille dans l'étude. Donc du coup, je voulais en trouver une. Donc j'ai dévoré le truc de la FDA. J'ai trouvé un truc qui me posait problème. J'ai trouvé un truc que j'ai dit où je pense qu'il aurait pu y avoir des effets long terme, je vais le dire ici, qui était la chose suivante. Le spicule du viral, il se trouve en extracellulaire. Or ici, on injecte un ARN et du coup il y a un spicule qui est fabriqué et qui se trouve à l'intérieur d'une cellule. Et j'ai posé la question, est-ce qu'on a fait des tests pour vérifier si ce spicule ne va pas interagir avec les protéines du corps et du coup inactiver par interaction physique, juste parce qu'il a une affinité avec quelque chose, interrompre des processus cellulaires. Et du coup, est-ce que c'est pas dangereux finalement pour certaines cellules, que ça risque pas de tuer les cellules et du coup faut faire gaffe à la dose qu'on injecte parce que ça peut être très dangereux. Et à l'époque, les études de toxicité n'avaient pas été totalement rendues publiques et donc du coup, j'avais pas toutes les infos. Mais entre-temps, on a des études de toxicité qui ont été faites, même à forte dose, et qui, fort heureusement, nous rassurent sur ce point. Mais à l'époque, j'avais même relevé des points que je trouvais critiques et critiquables. Donc du coup, je pense que c'est une bonne démarche d'avoir un doute, de regarder, de se méfier. Et il y a un facteur de méfiance essentiel, c'est de se dire que les entreprises pharmaceutiques ont tout intérêt à gagner du pognon et pas à sauver l'humanité. Donc oui, il y a un doute. Mais ils n'ont pas tout intérêt à perdre toute leur réputation et à être les gens qui ont causé le plus gros scandale du monde. Donc je pense qu'ils vont quand même... pour contrebalancer, je pense que l'industrie pharmaceutique gagne déjà assez d'argent avec tous ses produits. Elle avait plus à perdre qu'à gagner en mettant un faux vaccin ou un truc bidon, quoi. Donc, ouais, je me pose moi une question par rapport à ce que tu es en train de nous dire, Alexander. C'est-à-dire que j'avais interviewé Michel Rivasi, donc au Parlement européen, et qui était dans l'incapacité, même encore aujourd'hui, d'obtenir les différents... Je l'ai débunké. J'ai débunké Michel Rivasi précisément sur ça. Je t'enverrai le fil Twitter si tu veux bien me contacter en privé sur Twitter. Elle se trompe totalement. Il y a effectivement des choses qui sont censurées entre guillemets où il y a du marqueur dessus, c'est comme elle le dit. Sauf que elle a pas eu la présence d'esprit de comparer le document qui a été fourni aux Américains et le document qui a été fourni aux Européens, parce qu'il y a les deux qui sont publics. Et le document, l'élément censuré, c'est de l'eau. Pourquoi est-ce que c'est censuré ? Parce qu'en fait, dans la liste qu'ils ont remis, ils ont censuré non pas le nom des molécules, mais ils ont censuré les noms industriels qu'ils utilisent en interne chez Pfizer de leurs éléments chimiques. Ils ont un code, comme un code barre en fait, pour désigner tout ce qu'ils mettent dans leurs produits. Et donc ils ont l'eau qui a le code machin, le truc qui a le code machin. Et donc ils ont mis du marqueur sur tous les trucs qui ont un code. Et donc il y a dans le document européen, je sais plus le nombre exact, je crois que c'est 15 constituants, enfin ils comptent l'eau, etc. Mais je te retrouverai le fil Twitter et j'ai même fait un petit trait pour que tu vois la correspondance entre le document américain et le document européen qui te permet de voir la liste exacte de tous les composants. Et non, il n'y a pas de composants secrets. Michel Rivasi se trompe complètement sur ça. Non, elle a pas dit qu'il y avait des composants secrets. Elle a dit, ouais. Elle a dit qu'il y avait un composant qu'on savait pas ce que c'était. D'accord. Donc moi, il me semblait qu'il y en avait plusieurs dont on ne savait pas quels étaient les différents tenants et les aboutissants au sein du pseudo-vaccin ARN. Salut, c'est pas un pseudo-vaccin, c'est vraiment un vaccin. Et effectivement... Mais ça n'agit pas comme un vaccin.
On peut pas l'appeler vaccin. Enfin, dans ce cas-là, moi, si je te dis ça, c'est, tu vois, quand j'entends Alexandra Orion-Code, bah voilà, typiquement, elle est biologiste aussi, et dans ce sens-là, quand elle dit qu'on peut pas comparer ça à un vaccin parce que ça n'agit pas comme un vaccin. Pourquoi ça agit pas comme un vaccin? Ça agit comment un vaccin? Comme un vaccin ARN. Bah alors, en l'occurrence, là, c'est, on appelle ça un vaccin ARN. Donc, il y a directement. Non, mais dis-moi comment agit un vaccin et pourquoi ça n'agit pas comme un vaccin. Quelle est la différence entre ça, le mode d'action de ça, quelle est la différence? Pourquoi c'est pas un vaccin? Encore une fois, je m'appuie sur ses propos. Donc la question. Bah oui, ses propos sont farfelus. C'est une personne qui dit n'importe quoi. Pourquoi vaccin... Excuse-moi, quand tu attends, tu peux pas dire de quelqu'un qui ses propos sont farfelus. Elle s'est mise à dos tous ses anciens collègues, toute sa profession. Pourquoi est-ce que... Et je vais te dire pourquoi. Oui. Je termine ma phrase. Je dis ses propos sont farfelus parce que elle te dit. Elle a déjà dit des choses sur la tronquée des graphes avant et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui est connu pour dire n'importe quoi. Mais ici, sur les vaccins, elle va te dire que c'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Or, la thérapie génique, ça consiste à soigner un gène qui est inopérant, défectueux ou qui fait quelque chose qui ne marche pas. Donc l'intention de la thérapie génique, c'est en gros, t'as un défaut génétique, t'as un problème génétique dans ton corps, on va le corriger. On va faire en sorte que tu aies la protéine qui est mal fabriquée, qui soit bien fabriquée. Donc on va te rajouter, donc finalement il y a un mécanisme similaire, effectivement, il joue sur cette confusion. On va te rajouter une protéine, donc on peut le faire en injectant un ARN par exemple, hein. Mais on va faire fabriquer la protéine manquante à ton corps, parce que ton corps a un défaut génétique. Ça s'appelle la thérapie génique. Le vaccin, lui, ça consiste en injecter un produit quelconque, quel qu'il soit, hein, qui permet de déclencher une réaction immunitaire contre ce produit, pour créer une mémoire immunitaire. Dans le cas de l'injection d'un ARN messager avec la séquence du spicule, tu n'es pas en train de réparer un spicule manquant de ton corps. Tu n'as pas de spicule dans ton corps. Tu n'es pas en train de faire une thérapie génique. Tu n'es pas en train de soigner un gène défectueux de ton corps. Tu es en train de créer une mémoire immunitaire contre ce spicule. Donc tu es en train de vacciner. Donc c'est effectivement, les mots sont importants. Il faut maîtriser la science pour pouvoir en parler. Alexandra Orion-Code a quitté le domaine de la science à l'époque de la Manif pour tous. Elle a commencé à raconter que l'amour était lié à des amourons, des particules qu'elle a inventées. C'était très poétique. J'aime bien l'idée poétique du truc. Hein. Elle n'a pas toujours été délirante, ceci dit. Hein, voilà. Mais bon, ça c'est une chose. Donc là, elle est dans la fantaisie, ok. Et dans un autre domaine, elle est dans la politique. Et ça, je trouve ça beaucoup plus dommageable. Elle est la version française de ce qui existe aux États-Unis qui s'appelle l'AAPS. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'AAPS? Non. Alors, je vais t'en parler un petit peu parce que je pense que c'est très intéressant d'en parler. L'American Association of Physicians and Surgeons, qui est dirigée par Jane Orient, est un organisme de pression proche des libertariens, très extrême droite américaine, qui a comme objectif d'instrumentaliser un peu la science à des fins politiques. Ils sont pour un libéralisme absolu. Donc ils veulent casser les agences de régulation du médicament. Ils veulent que la NSM ne serve à rien. Ils veulent le laissons-les prescrire. C'est-à-dire que leur logique est de dire que l'industrie pharmaceutique doit pouvoir vendre tous les produits, n'importe comment, sans contrôle, et que les médecins puissent les prescrire comme ils veulent. Il faut aucune instance publique de contrôle de dire attention, là ce médicament il est dangereux pour la santé publique, on va l'interdire. Attention, ça c'est pas bien de le prescrire massivement. Et donc lorsqu'il y a eu la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est-à-dire que des médecins ont été démarchés par des entreprises pour prescrire massivement des opioïdes, et que les gens en prenaient trop, et qu'il y a eu une prise d'opioïdes massive, et ça a causé plein de morts aux États-Unis, l'AAPS a défendu les médecins qui prescrivaient massivement les opioïdes, en mode laissons les prescrire, et a soutenu financièrement, etc., avec des avocats, tout ce délire sur la prescription massive d'opioïdes. Cette AAPS a à son actif également un militantisme politique extrêmement fort, qui est de dire que, par exemple, le sida n'est pas un virus, enfin le VIH n'est pas le virus qui cause le sida. Le sida est causé par le fait que les homosexuels sont des ordures. Enfin, j'exagère un peu le truc, je fais exprès de le dire comme ils le disent un petit peu eux, parce que c'est tous des toxicomanes, etc., et que c'est contre nature d'être homosexuel. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont tous le sida. Le sida, ça provient des drogues qu'ils prennent. Et donc c'est pour ça qu'il y a que les drogués et les PD qui l'ont. Enfin, pas du tout de mes propos, hein, je cite. C'est un discours très politique, très extrême droite.
que je trouve odieux, et ils vont instrumentaliser leur statut scientifique, ils sont médecins, etc., pour mettre en avant ces choses-là. Cet AAPS sévit depuis des années aux États-Unis. Ils se sont rapprochés de American Frontline Doctors, là, ceux qui promouvaient l'hydroxychloroquine également. C'est des gens qui représentaient, qui invitent des conférenciers, etc., qui sont en réseau avec des gens très extrême droite, qui représentent Obama avec des os dans le nez, etc., enfin, qui font des trucs ultra racistes, et qui est un instrument de pression politique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les prises de position de Alexandra Orion-Caude à l'époque de la Manif pour tous, sur la recherche sur les embryons, sur l'avortement, sur les choses comme ça, etc., elle prend des positions qui sont quasiment calquées sur cette AAPS. Et donc elle va également instrumentaliser la science dans un but politique. Et donc pour moi, cette personne n'est plus dans le domaine scientifique, il n'y a plus d'échange scientifique possible avec elle. Elle s'adresse à des gens non scientifiques, qui sont donc du coup pas aptes à lui répondre. J'ai essayé de l'interpeller dans une manifestation pour essayer d'avoir un débat scientifique avec elle. Les gens nous ont pas laissé parler. Elle a bien voulu parler avec moi. Le problème, c'est que elle a fait ça en s'affichant. Elle disait oui, je veux bien débattre avec toi, je veux bien laisser le parler, machin. Et puis une fois qu'elle est repartie avec son garde du corps en courant, j'ai essayé de lui courir après. Je lui ai dit bon, on se voit quand pour le débat? On le fait par les réseaux. Et là, elle m'a envoyé chier. Et j'ai sollicité cette personne pour débattre avec elle. Je n'ai jamais pu obtenir un débat avec elle. Donc, et je pense effectivement qu'elle n'est plus dans le domaine de la science. Le nombre de fausses informations qu'elle a propagées au cours de la pandémie est astronomique. Il faut s'arrêter sur chacune des fausses informations pour se rendre compte que c'en est une avant d'avancer, je trouve. C'est un peu dommage de dire, bon, bah là, il a dit une connerie, allez, on va à la suivante, et de jamais s'arrêter un peu pour dire, ah, mais attends, j'ai quand même dit beaucoup de conneries, là. À un moment donné, on peut peut-être arrêter de lui faire confiance. Et il y en a énormément. Alors je te remercie pour m'avoir fait part de ton point de vue, et effectivement c'est vraiment dommageable sur juste la concertation et le dialogue, parce que chacun prêche pour sa paroisse, et tant qu'il n'y a pas justement ce rapport entre des spécialistes comme vous qui êtes dans la même cour, et de pouvoir essayer de juste à travers l'écoute, parce que même si je ne suis pas scientifique, la confrontation entre vous deux me permettrait de me faire ne serait-ce qu'un avis. Là, c'est un peu compliqué. Alors moi, je préviens sur ça. Que je gagne ou que je perde un débat, entre guillemets, que j'arrive à convaincre ou pas dans un débat. Quelqu'un qui est plus intelligent et qui a raison peut apparaître comme plus faible. Oui, il y a toujours moyen de tromper, bien évidemment. Extrêmement attention à ça, parce que si tu te fies qu'à ces impressions, tu risques fort de te faire avoir. Ça c'est évident, toujours avoir du recul par rapport à ça. Tu peux gagner l'apparence d'un débat sans avoir raison sur le fond, effectivement. Et effectivement. Tout à l'heure, tu parlais par exemple de l'hydroxychloroquine, tu vois, j'entends. Et c'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, quand j'entends Estrosi qui vient dire, bah voilà, j'avais la Covid, et puis je me suis saigné avec le protocole de Raoult, et en même pas 2 jours, ça y est, hop, j'étais sorti. Sauf que l'immense majorité des gens, ils ont des... Il faut une légion d'honneur pour ça, hein, t'imagines? L'immense majorité des gens guérissent l'hydroxychloroquine ou pas. Comment il peut... Moi, je me suis offusqué de sa légion d'honneur parce qu'en fait, il a eu le même jour que Karine Lacombe. Alors, il y a tout le monde qui gueulait, ouais, Karine Lacombe, légion d'honneur. Moi, je disais, mais à côté, il y a Estrosi qui a eu la légion d'honneur, les gars. Je souhaite intercéder parce qu'il y a Poyo Sama qui était venu dans cette intervenir. Ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Allez, démutons-le. Voilà, Poyo Sama, c'est à toi. Salut Poyo Sama. Est-ce que tu avais une question pour Alexander? Ouais, peut-être juste un point avant de poser ma question pour appuyer ton propos. J'ai vu en conf il y a un mois, on a maintenant, il y a bientôt un modèle théorique qui va être proposé pour expliquer pourquoi l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas in vivo. En fait, elle passe. C'était une conf de Clevers qui montrait que dans ces organoïdes, le virus, le SARS-CoV-2 passe par une différente voie d'endocytose que ce qui a été montré in vitro. Et donc, a priori, chez l'homme, ça se passerait différemment. Donc, tout ce malentendu aurait été causé par le fait qu'on n'ait pas utilisé le bon modèle à la base pour pouvoir étudier les effets de l'hydroxychloroquine, et que, de fait, toute la théorie était un peu dévoyée. Donc, c'était déjà bancal au départ, quoi. Oui, voilà. Du coup, oui, ma question. En fait, moi,
ce qui me pose un peu souci à Cas Zététique, même si je trouve que c'est un très beau projet et que l'usage que tu en fais est vraiment remarquable, j'ai quand même toujours un peu peur quand je la vois employée en politique, parce que en fait la zététique en elle-même défend donc cette posture rationnelle à tout prix, et une grande partie des idées et des fondamentaux de la gauche se basent sur les affects, en fait, sur le fait, le sentiment humain de vouloir ne laisser personne derrière et de toujours vouloir avancer ensemble. Et en fait, j'ai toujours un peu peur à force de se focaliser sur le rationnel, perdre de vue tout ça, tout simplement par changement de focus dans la discussion. Et en fait, j'ai même l'impression que c'est illustré dans les discussions qu'il y a eu avec le déremboursement de l'homéopathie, parce que justement, j'ai beau être convaincu que l'homéopathie n'a qu'un effet placebo et qu'elle n'a pas d'effet thérapeutique propre, je suis contre son déremboursement pour la simple et bonne raison que ça va attaquer la crédibilité de cette forme de traitement, mais les moyens qui sont employés reviennent à priver une partie de la population de ça, et non pas... pour moi, c'est rater la cible, en fait. À mon sens, ce serait peut-être intéressant je trouve ça super pertinent ce que tu dis, parce que dans le cas de l'homéopathie, l'effet placebo existe quand même. Et le fait qu'on sache que c'est inefficace d'un point de vue médical, entre guillemets physiologique, en tout cas que ça ne fait rien, ne veut pas dire que la personne ne se sent pas mieux quand elle le prend. Et donc, c'est une décision politique. C'est une décision politique que de dérembourser, etc., par rapport aux faits. Je pense que la zététique, elle est intéressante pour établir les faits, pour vérifier les faits, pour douter des faits d'ailleurs, pour vérifier un petit peu les choses. Mais une fois qu'on a établi les faits, le politique prend ses décisions, et premièrement, elles n'ont pas à être rationnelles. Les décisions politiques ne doivent pas être systématiquement rationnelles. Je rejoins sur ça. Et je pense que elles peuvent aussi tenir compte d'autres éléments que juste une efficacité d'un médicament. Notamment ici, qu'est-ce qui se passe dans une société si on dérembourse l'homéopathie? La conséquence peut être, j'invente, je ne sais pas du tout, je suis pas sociologue, j'étudie pas ça de manière détaillée, mais ça peut être que les médecins qui n'aiment pas ne rien prescrire et qui ont l'habitude de toujours prescrire quelque chose se mettent à prescrire des médicaments qu'ils jugent inoffensifs, par exemple l'hydroxychloroquine, et que du coup on se retrouve à prescrire plein de médicaments plutôt que de prescrire de l'eau et du sucre. Et je préfère nettement qu'on prescrive de l'eau et du sucre plutôt qu'un médicament quelconque. Donc je pense que le penchant, moi, qui socialement politiquement, parce que je vais être personnel, je vais être sur le terrain politique, ça me dérange pas d'y aller. Là, c'est plus du scientifique, c'est du politique. Moi, ce qui me dérange dans l'homéopathie, c'est les trucs comme oscillococcinum, c'est-à-dire la souffrance animale. Tu vas commencer à buter des canards pour ensuite vider 2000 fois le verre d'eau dans lequel t'as fait macérer le foie pendant un an. Enfin, pendant des mois ou je sais plus quoi, et tu vas te retrouver à avoir buté des canards pour rien, quoi, en fait. Ça sert à rien. Et donc ça, pour moi, cette manière de faire est odieuse. Donc je ne veux pas qu'on fasse souffrir un animal juste pour faire des gélules avec du sucre. Donc s'il y a moyen de trouver des placebos qui soient des gélules avec du sucre, où les gens y croient, où il y a un effet placebo notoire, ce serait sympa de l'étudier d'ailleurs, et qui ne passe pas par de la souffrance animale, et qui ne passe pas par des profits pour les laboratoires, parce que c'est ça aussi le problème du remboursement, c'est que y a quand même beaucoup de labos qui se font du business sur du vente. Ouais. Et je pense que si on arrive à minimiser les coûts, à dire c'est de l'eau et du sucre, donc tu es remboursé, le remboursement il est sur le prix de l'eau et du sucre, et qu'on arrive, là je suis un peu plus favorable. Si par contre il y a un remboursement qui s'élève à des euros entiers pour de l'eau et du sucre, pour 3 gouttes d'eau et de sucre, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que c'est une distinction entre politique et zététique qui est l'outil qui place les faits. Et les faits, je suis d'accord avec toi, c'est des faits. Après, on les interprète comme on veut, il faut faire gaffe à pas juste être technocrate, à chercher uniquement à optimiser tout, quoi. J'entends tout à fait. Bon, on est toujours pas d'accord sur
On n'est pas d'accord. Bah, développe si tu veux encore un petit peu peut-être. C'est parce que encore une fois, arrêter l'homéopathie. Moi, ça, je l'entends tout à fait. Ce qui est, pour moi, le déremboursement, c'est, je le vois avant tout comme priver les plus démunis de ça, tout en sans changer pour autant les habitudes des personnes qui ont les moyens de continuer de s'en payer sans le rembourser. Oui, c'est la distinction sociale. Pour toi, la fibre importante, c'est la fibre légalité dans les soins. Ouais, c'est ça. Et c'est important aussi. Et de fait, pour moi, c'était pas le bon angle, mais au-delà de ça, encore une fois, c'est ce qui m'a paru intéressant dans le dossier, c'est que justement, c'est l'angle zététique qui a été mis en avant comme justification. C'est la rationnelle. Et du coup, en fait, ce qui m'inquiète dans le progrès de la zététique vers le champ politique, c'est que justement, on se mette à employer des arguments rationnels pour mais on va tourner en rond là, donc oui, non, je vois ce que tu veux. Non, je comprends ton inquiétude, elle est pertinente. L'inquiétude inverse existe aussi. Je dis juste, il faut faire gaffe à ce que le politique ne parte pas dans du farfelu complet. Oui, tout à fait. Voilà. J'ai petite parenthèse pour rapide, l'ours, je t'ai envoyé les trucs sur Orion Code et le truc sur je peux t'envoyer sur la APS et le truc sur Rivasi. Je t'ai envoyé les 2 fils Twitter que j'avais fait où j'avais tout expliqué pour ceux qui veulent. Je peux le partager. Je les ai publiés sur le moment, je peux les repartager. Je vais les repartager. Sinon, j'ai partagé aussi le sketch de Jérémy Ferrari qui, bon, contrairement à beaucoup d'humoristes, il est sourcé et je vous conseille de le voir rien que pour le plaisir. C'est très très drôle et c'est amené avec brio et finesse. Ouais. Et puis pour répondre, il y a Darth-Revan qui spamme pas mal, mais il y avait une remarque que j'avais envie de faire remonter tout de même, où il disait sur les vaccins, vous trouvez ça normal, des pilotes de ligne qui décèdent. Il y avait aussi une ancienne championne de boxe de 31 ans qui est décédée. En fait, il faut faire la différence entre des gens qui sont morts du vaccin, ça il faudra le prouver, des gens qui sont morts après avoir été vaccinés, en fait il y a des gens qui meurent tous les jours, et des gens dont on ne sait même pas s'ils avaient été vaccinés qui sont morts. Donc convient je pense d'être un petit peu précis, mais Alexander t'as peut-être un complément à apporter là-dessus. C'est quelque chose qui est souvent répété, du coup c'est peut-être les personnes qui sont, je pense, encore en train de le dire, ils n'acceptent pas la réponse qui leur est donnée. Donc je pense que ça va être difficile de répondre. La réponse classique et habituelle, c'est de dire oui, faut bien comprendre ce que c'est que la pharmacovigilance, ne comprenez pas de travers. C'est juste qu'on va regarder s'il y a plus de morts que ce qu'on s'attend dans la population vaccinée. C'est-à-dire que si, pour vulgariser, pour bien comprendre la chose, si j'avais, je prends cet exemple très souvent, il y en a peut-être qui me connaissent, qui me suivent, qui l'ont déjà entendu, je suis désolé si je suis redondant, mais j'ai pas trouvé mieux. Si j'avais une baguette magique et que demain je pouvais vacciner d'un coup toute la France, 60 millions de personnes, 70 millions de personnes, il y a 1300 morts tous les jours en France, en moyenne, il y a toujours 1300 personnes qui meurent tous les jours. Si d'un coup de baguette magique je vaccine tout le monde, lundi il y a personne qui est vacciné, mardi tout le monde est vacciné, mardi il y a toujours 1300 personnes qui meurent. Donc le seul moyen de savoir si le vaccin cause des morts ou est dangereux, il y a plusieurs moyens. Déjà, on peut enquêter, autopsier chacun des morts, etc. Mais normalement, si j'en ai toujours 1300, je suis dans mes stats, j'ai ce que j'ai d'habitude, quoi. Par contre, si d'un coup j'ai 20 000 morts ou 30 000 morts, alors qu'avant j'en avais 1300 par jour, là il y a un souci. Donc, ce que fait la pharmacovigilance, c'est ce principe-là, mais en très compliqué, parce que la pharmacovigilance, elle tient compte de qui se fait vacciner, à quel moment, et quelle est la probabilité que quelqu'un meure par hasard dans les 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours qui suivent la date de vaccination, sachant qu'on en est quand même à 70-80% de la population, je sais plus quel est le chiffre exact. On est en phase 3. Ouais. Il y a un chevauchement des phases en fait. C'est pas parce que la phase 3 n'est pas terminée qu'on n'est pas en phase 4, là on est en pharmacovigilance. On n'est pas du tout, nous, quand on se fait vacciner, on ne participe pas à un essai clinique de phase 3. Ah bon? L'essai clinique de phase 3 concerne les 10 000 personnes. Concerne les 10 000 personnes qui ont participé au premier test qui est déjà publié. Et heureusement qu'on continue de les suivre, les gens des phases 3. Et on continue à les suivre pour vérifier la durée de l'immunité, etc. etc. Et effectivement, on pourrait peut-être s'inquiéter qu'il y ait des effets secondaires inattendus qui arrivent plus tard. Donc l'argument qui est donné pour rassurer, c'est de dire ça n'a jamais existé dans aucun vaccin, il y a eu des effets secondaires qui n'avaient aucun effet immédiat et qui d'un coup ont un effet beaucoup plus tardif. Je vais essayer d'apporter encore un élément rassurant par rapport à ce qu'ils disent d'habitude. Dans le vaccin ARN, le truc qu'on nous injecte là, l'ARN, il est dégradé en quelques jours, donc ça disparaît. Donc j'ai du mal à m'imaginer qu'un truc absent
nous fasse un effet 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Donc je comprends pas tout à fait la rationnelle des gens qui me disent il va y avoir des effets long terme inattendus. Par quel mécanisme? Comment vous voulez que ça marche? Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus, juste une minute. Encore une fois, c'est pas que je crois ça, mais la rationnelle qui pourrait conduire à des effets plus long terme, ce serait que la protéine, après avoir été exprimée, ait eu un effet sur une voie de signalisation. Enfin, admettons que... Donc, c'est la réponse à laquelle je m'attendais, en fait. Donc, la seule réponse possible, c'est de dire, quand on te l'injecte, ça fait un truc à ton corps, puis ça disparaît. Donc, on est d'accord sur une chose, ce n'est plus le vaccin, le produit lui-même qui te fait l'effet à long terme, c'est ce qu'il a modifié sur ton corps. Donc, du coup, ce qu'il a modifié sur ton corps devrait être visible. Si on le cherche, si on l'étudie, etc., on devrait pouvoir l'observer. Peut-être qu'on l'a pas vu, peut-être qu'on a raté, on n'a pas tout observé sur notre corps et on l'a pas vu. Mais ça a peut-être pas d'effet phénotypique, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas visible de l'extérieur. Mais si je fais une analyse moléculaire de chacune de mes cellules, je vais voir qu'il y a un truc qui s'est passé, quoi. Et c'est tout à fait possible, c'est envisageable. Par contre, il me paraît extrêmement difficile la probabilité qu'il y ait un truc qui te modifie des voies de signalisation, comme tu disais, ou un mécanisme quelconque, quelque chose, sans que tu ne t'en rendes compte un petit peu pendant des mois et que ça ait un effet finalement au bout de 2 ans, c'est quelque chose qui demande quand même une grosse contorsion de l'esprit. Donc là, c'est possible. Je vais pas exclure. On peut pas dire qu'il y a 0% de risque d'un effet secondaire long terme au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on n'ait pas détecté tout de suite. Par contre, ça demande une telle contorsion de l'esprit que c'est quelque chose de hautement improbable. Qui me fait que moi je trouve que t'exagères là quand même, parce que on a découvert des effets secondaires en cours d'injection du vaccin. C'est-à-dire, si ce que tu disais était vrai, on ne devrait pas avoir découvert de nouveaux effets secondaires au fur et à mesure de l'injection du vaccin. Or, on en a découvert des nouveaux quand même pour les différents vaccins. En fait, par exemple, les vaccins qui étaient dits sûrs, aujourd'hui ne sont plus recommandés pour les moins de 30 ans. Oui et non. Je pense à Moderna ou... Oui et non, je vais t'expliquer pourquoi. L'effet qu'on a observé, c'est celui d'une inflammation. En fait, les effets secondaires qui étaient déjà détectés dans les essais cliniques, mais ils n'étaient pas massifs, ils n'étaient pas statistiquement significatifs, etc. Donc du coup, on a dit, bon, il n'y en a pas tant que ça, et c'est extrêmement rare. Mais c'est des choses qu'on pouvait tout à fait anticiper dès le départ, parce que ce sont des effets secondaires qui sont ceux que tu as lorsque tu as une grippe, lorsque tu as un rhume, lorsque tu as n'importe quoi, parce que c'est ceux qui sont dus à ton système immunitaire qui s'active. Les myocardites, tu as étudié est-ce que tu connais le mécanisme de ces myocardites, par exemple? C'est une inflammation cardiaque, quoi. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Je suis pas un expert en myocardite. Pourquoi est-ce que le vaccin pourrait en occasionner? Est-ce que tu connais par quel mécanisme ça transite pour arriver à ça? Non? On t'écoute? Ouais, je voulais juste savoir si tu savais, pour savoir si du coup, je te l'explique. C'est en gros, tu as des anticorps qui sont fabriqués contre la protéine virale, le spicule, qu'on t'a injecté. Ces anticorps, ils ont une spécificité qui est pas de 100%. C'est pas, je me fixe que sur ça et je suis incapable de me fixer ailleurs. J'ai une forte affinité pour ça, mais je peux légèrement me fixer ailleurs, très légèrement. Sauf que si tu produis énormément d'anticorps, que tu en as beaucoup, etc., ça peut arriver que ces anticorps se fixent un peu ailleurs. Donc dans toute réaction immunitaire, quelle qu'elle soit, tes anticorps peuvent se fixer un peu partout dans ton corps. Donc un des mécanismes des myocardites, c'est pas le seul, ça peut être des anticorps qui se fixent au mauvais endroit, parce qu'il y en a trop, et du coup qui créent une inflammation locale, un peu comme une maladie auto-immune en quelque sorte, au moment de l'inflammation. Donc c'est quelque chose qui peut se produire lorsque tu chopes un rhume, lorsque tu chopes la grippe, lorsque tu chopes n'importe quelle maladie inflammatoire où tu produis des anticorps, parce que tes anticorps se figent un peu n'importe où. Sur le seul effet rarissime qui a été détecté, qui n'avait pas été détecté dans les phases d'essai, c'est qu'il n'est pas inflammatoire, qui n'est pas générique, qui est un truc vraiment spécifique du vaccin. C'est cette fameuse thrombose veineuse du AstraZeneca. Et celui-là, on s'est rendu compte qu'il était dû principalement au vecteur viral, c'est-à-dire au virus du rhume du singe inactivé. Et ce qui est assez original, c'est que ce virus du rhume du singe inactivé servait déjà pour d'autres vaccins, et on n'avait jamais détecté ce signal. Ce qui veut dire que là, on a fait une pharmacovigilance tellement poussée qu'on détecte les trucs les plus rarissimes de la Terre. Et donc on a détecté un truc qui a une probabilité aussi élevée que c'était écrit dans un article de presse assez
Enfin, j'ai pas revérifié le calcul. Alors que les risques de thrombose quand on chope la Covid sont eux bien élevés, quoi, mais bien plus élevés. Voilà, c'est un risque qui est extrêmement faible. Et donc du coup, effectivement, quand on refait cette balance bénéfice-risque, on se dit à l'échelle individuelle, bah écoute, le risque que j'ai de thrombose, de myocardite, etc. Bon, c'est le risque d'une inflammation, c'est le risque que j'ai si je chope un rhume. La thrombose, j'en ai un supérieur sur AstraZeneca, mais très légèrement. Alors que le risque de choper le virus, déjà, il est très élevé parce qu'il circule pas mal. Et en plus, le risque de faire une forme grave ou d'avoir des effets conséquents est réduit de 90% grâce à ce vaccin, donc j'y gagne énormément. Et c'est pour quand ça on fait que cette balance, en termes de balance bénéfice-risque relatif. Attends, je continue là-dessus. C'est pour ça qu'en termes de balance bénéfice-risque sur l'AstraZeneca, on continuait de le donner aux personnes âgées parce que la balance restait très largement favorable pour eux malgré ces risques assez faibles. Par contre, souvent ce qu'on entend dire c'est oui, mais les jeunes, les gens qui ont moins de 30 ans, ils ont zéro risque de mourir de la Covid ou presque. Du coup, pourquoi se vacciner ? Ils ont zéro risque de mourir du vaccin aussi directement. Par contre, zéro risque entre guillemets, mais parce que c'est beaucoup plus faible que de mourir du virus. Ouais, d'ailleurs, est-ce que t'es pour, parce que là, ils envisagent justement vacciner les enfants entre 5 et 12 ans. Quel est ton point de vue? Moi, je suis pour informer. C'est-à-dire que je suis contre dire il faut, faites ci, faites ça. Ça me dérange un petit peu. Ce que je veux par contre dire, c'est attention, il y a des tas de gens qui mentent, qui vous font peur, etc. Je vais vous donner un effet pervers, avant de parler des enfants, je vais te donner un effet pervers de cette désinformation pour que tu réalises à quel point c'est problématique. Sur les myocardites, si tu annonces que ça fait des myocardites partout, en mentant un petit peu, en exagérant des trucs, en faisant des fausses déclarations sur le VAERS, etc., et que tu montes ça en épingle, les gens qui se vaccinent ont un petit peu peur. Et au moindre picotement dans la poitrine, vont consulter parce qu'ils se disent « Ouais, j'ai peut-être une myocardite ». Je connais ça parce que j'ai par exemple ma copine qui est chirurgienne vasculaire, qui est médecin et qui bosse sur ça. Ils sont tendance à plus vérifier du coup. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tous les médecins vont envoyer aux spécialistes qui vérifient s'il y a des myocardites, qui vérifient s'il y a des thromboses, s'il y a des problèmes vasculaires, etc., vont leur envoyer les patients. Or, on sait que le coronavirus, il entraîne des myocardites et des problèmes vasculaires. Donc du coup, par le mécanisme de l'inflammation ou par d'autres mécanismes. Et donc du coup, de base, on a besoin de faire du diagnostic sur ça. Si maintenant, on envoie à ces spécialistes une masse de patients, mais genre 500 patients qui tous ont un petit picotement à la poitrine, comment il fait pour prioriser ? Il sait plus, il est obligé de faire dans l'ordre de ce qu'on lui envoie. Et donc, il va passer à côté de vrais problèmes graves, de vrais myocardites, etc., causés par le virus, parce qu'il y a 36 000 personnes qui demandent à vérifier s'il y a une myocardite parce qu'ils ont un peu la poitrine qui les gratte. Et donc, un des effets pervers de la désinformation, de l'exagération d'un effet secondaire et de la peur qu'on génère sur ça, outre la défiance vaccinale, c'est également d'engorger complètement le système de soins, et donc d'empêcher le bon diagnostic et la bonne détection des myocardites. Et donc d'augmenter les risques causés par le virus et les risques généraux des myocardites. Si tout le monde se fait diagnostiquer tout le temps, on n'a pas assez de chirurgiens vasculaires pour vérifier, quoi. On n'a pas assez de médecins vasculaires qui peuvent vérifier ça. Donc du coup, c'est la NSM qui le recommande quand même, de consulter en cas de doute. Voilà, en cas de doute. Mais le problème, c'est que ça a tellement été monté en épingle. Moi, je parle pratique maintenant. J'ai pas envie les relations médecin-patient étant confidentielles, je vais pas parler en détail des choses. J'ai eu des retours de beaucoup de médecins vasculaires, j'en connais pas mal, parce que c'est une communauté, du coup, ils se connaissent les uns les autres, hein. Et ils ont ce problème avec on leur envoie des patients, mais qui ont clairement rien, qu'on leur aurait jamais envoyé en situation normale, juste pour les rassurer en quelque sorte, parce que c'est des gens qui sont devenus un peu parano, parce qu'ils ont trop regardé sur internet les vidéos des gens qui leur disaient vous allez faire des myocardites. Et donc du coup, ils se retrouvent avec des actes inutiles parce que c'est pas le vrai symptôme que tu as, mais c'est juste pour rassurer le patient qui a peur à cause d'internet, quoi. Et donc du coup, ça c'est un effet pervers qui est gravissime pour le système de santé. Donc il faut en tenir compte quand on propage des informations. Il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de myocardite ? Et est-ce que et donc prendre le temps de vérifier ces informations. Et là, clairement. La réaction inflammatoire étant sans doute un peu plus élevée avec le Moderna qu'avec le Pfizer, on réagit plus fort. Il y a un peu plus de risques très légers, qui sont déjà très faibles, de myocardite avec le Moderna qu'avec le Pfizer. Donc si le Pfizer n'existait pas, on n'aurait jamais dit aux jeunes de pas prendre le Moderna, on aurait dit prenez le Moderna.
Comme il y a le choix entre les deux, et que le risque est plus élevé chez le Moderna que le Pfizer, on dit bon les jeunes prenez le Pfizer. C'est comme ça qu'on a raisonné en fait, pas moi, j'en fais pas partie, et que les autorités de santé, l'OMS, etc. ont raisonné avec leurs recommandations. Pour répondre à la question maintenant clairement des enfants, j'ai fait un petit fil Twitter sur ce sujet, je me suis posé la question du bénéfice-risque individuel et collectif, et même à l'échelle individuelle, à mon sens, c'est bénéfique pour les enfants de se faire vacciner. C'est une information que je donne. Je peux me tromper, on peut m'opposer des choses, mais pour l'instant, quand je regarde, il y a de la désinformation, on fait peur aux gens sur certains aspects, etc., en leur disant ne faites pas vacciner les gamins parce qu'il y aurait ci, parce qu'il y aurait ça, et quand on regarde, c'est des conneries. On a beaucoup de données sur le sujet, parce que moi, sur les moins de 12 ans, j'en ai pas trop trouvé. Enfin, alors, il y a deux aspects des choses. Il y a l'étude qui est effectivement sur pas énormément d'enfants, parce que c'est que 1000 enfants, mais il y a aussi 3 millions d'Américains qui ont déjà, de gamins américains qui ont déjà été vaccinés, quoi. Donc on a de l'observationnel de terrain avec la pharmacovigilance derrière, où là on sait déjà que c'est bon. Excuse-moi, mais quel est l'intérêt de vacciner des enfants, par exemple, alors qu'ils seraient le moins sujets à la Covid, quand bien même ils sont porteurs, ils seraient porteurs sains. Le moins sujet, pas vraiment, le moins sujet aux formes graves. Oui, quel est l'intérêt de les vacciner? Parce que premièrement, alors il y a tous les effets secondaires d'une infection Covid, les myocardites, les trucs comme ça, etc. Donc, si je prends tous ces risques-là... À moins qu'il y ait de la comorbidité chez les enfants, pourquoi pas je veux bien pour les 70-80 ans. Sans aucune comorbidité. Quand tu fais une réaction inflammatoire, tu as un risque que tes anticorps se fichent au mauvais endroit, que tu en produises trop, etc., etc. Si tu chopes une bonne dose de virus, que tu en as 3 tonnes qui rentrent dans ton nez, que tu fais qu'ils se multiplient à fond, que ton système immunitaire tarde un peu à les détecter, t'étais en mauvaise forme, t'avais fait une soirée ou je sais pas quoi, t'étais fatigué. Il t'a mis le Discord. Ton système immunitaire se déclenche un peu plus lentement, le virus s'est bien propagé, tu te retrouves avec une grande quantité d'anticorps parce qu'il y a beaucoup de virus à combattre. Et du coup, c'est valable pour la grippe aussi, là, ce que tu nous dis, Alexandre. C'est valable pour la grippe. Donc, on n'oblige pas, par exemple, les enfants à se faire vacciner contre la grippe. Est-ce que j'ai dit obligé? Non. Là, je dis juste, par contre, la grippe, je recommanderais aussi aux enfants de se vacciner contre la grippe. Je dis juste, c'est intéressant pour eux de se vacciner. Après, je veux pas les obliger. Je te dis juste, factuellement, scientifiquement, c'est intéressant pour les enfants. Il y a un bénéfice pour les enfants à se faire vacciner a priori. Des données que j'ai. Je peux me tromper, je suis pas infaillible, je te le redis. Ouais, d'accord. N'hésite pas à monter des données qui iraient contre moi. Mais il y a pas de données que j'ai regardées, de ce que j'ai vu, je te dis, pour moi, c'est positif, il y a un bénéfice. Si je prends l'exemple de la grippe, si tu veux, pourquoi est-ce que je prends l'exemple de la grippe? Tous les ans, il y a un vaccin qui est basé sur le virus de la grippe, mais le virus étant chaque année en train de muter, le pourcentage de chance à ce que le vaccin puisse agir contre le nouveau virus de la grippe de l'année en cours, c'est extrêmement compliqué. On joue un peu la réduit l'efficacité. Cette variabilité réduit l'efficacité de ce vaccin, mais réduire une efficacité, les gens raisonnent toujours en binaire, en noir-blanc. Ça marche pas, mais c'est pas comme ça. Faut raisonner c'est efficace un petit peu, beaucoup. Je veux dire, la ceinture de sécurité, elle t'empêche pas. Je suis désolé de faire ce parallèle. Non, mais bénéfice-risque, je suis d'accord. La ceinture de sécurité t'empêche pas de crever dans un accident de voiture, mais si t'as un accident de voiture, vaut mieux la mettre, quoi. Enfin voilà, c'est aussi con que ça. Maintenant, de la même façon, le vaccin, ça t'empêche pas de mourir. Tu peux mourir quand même. Ça t'empêche pas de faire une forme grave. Tu peux faire une forme grave quand même, mais ça réduit grandement le risque, sans te causer plus de tort que ça ne réduit de risque. Donc du coup, la balance bénéfice-risque est favorable. C'est comme ça que je le définis. Et ça, c'est pareil, les gens. Il y a des cas de personnes qui sont mortes du Covid. Après avoir été vaccinés, c'est pas parce qu'ils sont morts du Covid malgré le vaccin qu'ils sont morts du vaccin. Ça c'est pareil, c'est toujours les déformations aussi qu'il faut éviter de faire. Je vois qu'on a Revanchiste dans Intervenir, on va peut-être prendre un dernier intervenant et après on va rendre l'antenne parce que ça fait quand même 4 heures que nous avons commencé. Il y a Youssef aussi qui est là. Il y a Youssef aussi. Les deux. Allez. L'ours, tu fais monter Revanchiste aussi du coup Non, pour l'instant son micro il est mute. D'accord. Youssef. Alors Youssef. Alors moi je voulais juste faire une remarque parce que j'ai pas pu suivre toute l'émission malheureusement. Mais alors les zététiques, je sais pas, vous l'avez évoqué un peu avec Gérard Majax. Et je trouve que c'est plus compliqué maintenant. C'est très compliqué maintenant pour votre mission entre guillemets. C'est-à-dire que je trouve que avant c'était quand même des caricatures
des caricatures flagrantes. Je veux dire, c'était noir et blanc, c'est très schématique. Maintenant, il n'y a pas de parti qui est totalement neutre dans cette affaire. Il y a tellement d'opérateurs économiques dans cette affaire que, je suis désolé, donc il y a tellement d'opérateurs économiques qui fait que ça devient vraiment galère de défendre finalement un point de vue sans qu'il y ait une partie de doute. C'est ce que je veux dire, comme le doute raisonnable. Je me souviens de l'époque Gérard Majax, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait des choses qui relevaient un peu, qui étaient plus. C'était pour le défi zététique là. Ouais, c'est les fameux défis zététiques, etc. où on proposait à quelqu'un de nous montrer un phénomène paranormal, et puis si on n'arrive pas à le débunker, il gagne un prix, quoi, en quelque sorte. Ouais, il y avait des trucs comme ça. C'était assez rigolo cette époque-là. Je pense que il y a des enjeux financiers. Déjà, il y a la pandémie qui est passée par là, clairement, qui a. J'ai fait un truc qui s'appelle les profiteurs de la pandémie, c'est comme ça que je les appelle. Il y a beaucoup de monde qui a voulu profiter de la pandémie dans tous les sens. Il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique qui profite de la pandémie. Il y a beaucoup de personnes individuelles qui peuvent causer plus de tort qu'une industrie pharmaceutique et qui veulent en profiter. C'est pas parce que il y a des personnes qui tuent pour 10 €, il y a des personnes qui font beaucoup moins de dégâts en volant des milliards, quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Il y a des gens qui ont fait énormément de dégâts pour pas beaucoup de recettes, mais qui ont quand même essayé de profiter de la pandémie. Et je pense que dans ce contexte-là, ça a rendu les choses extrêmement compliquées, ça a beaucoup polarisé. On est dans une société de l'immédiat, les réseaux sociaux ont beaucoup changé la donne aussi. Je pense que l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça allait un peu plus lentement, l'information était plus difficile à avoir, et donc du coup on y consacrait plus de temps. Maintenant on zappe, on lit un titre, on lit pas le contenu. Donc je pense qu'il y a tout ça qui joue un petit peu, qui rend les choses différentes. Mais moi je vois aussi qu'il y a un engouement pour cette discipline de la zététique. Moi comme je disais, je me définis pas comme zététicien moi-même, mais je connais cette discipline depuis longtemps, et je trouve qu'il y a quand même... Il y avait l'époque, comme je l'avais défini avec Paul-Éric Blanc-Rue, où c'était vraiment complètement n'importe quoi. Et il y a une renaissance qui s'est faite, et je trouve qu'avec les travaux, comme la Tronchambier, et comme Monsieur Sam, et j'oublie, il y a même Doc Primum, enfin il y a plein de gens comme ça qui font de la vulgarisation, et les petites chaînes YouTube qui sont super intéressantes, et hygiène mentale qui est géniale, ouais. C'est des choses qui nous permettent de réfléchir, d'avancer. Ouais, tu vois, je regrette qu'il n'y ait pas. Quand j'entends, par exemple, là, il y a Christian Vélo, anciennement du Crigène, qui est passé sur l'émission de Pascal Pro. Et quand je me rappelle que je l'avais interviewé à l'époque quand j'étais à la radio ici maintenant, et quand j'entends ce mec en qui j'ai un respect, ne serait-ce que par rapport à ce qu'il a pu amener comme éclaircissement, pédagogie pour comprendre certaines choses, que lui-même dise que en fait il a été censuré, que ce soit par Facebook ou autre, suite à certaines déclarations qu'il a fait par rapport au regard qu'il pose en tant que biologiste sur ça, c'est une autre problématique, la censure des réseaux. On peut être contre, oui, tout en n'étant pas d'accord avec Vélo. Tout à fait, mais donc tout ça pour dire que la censure est intéressante, et déjà dès le moment où un scientifique se fait censurer, moi je me dis pourquoi, c'est quoi l'intérêt, et je serais ravi, Alexander, que tu puisses t'entretenir avec lui, que vous puissiez faire une émission ensemble, tu vois, pour pouvoir aborder toutes ces questions qui sont super intéressantes. Principalement, lui, il alertait sur les risques de transcriptase inverse ou rétrotranscriptase. Tout à fait, on a fait pas mal de fils Twitter pour débunker ce qu'il racontait. J'aurais bien beaucoup de gens qui l'ont répondu, ouais. Mais il y a pas mal de choses qui sont fausses dans ce qu'il a affirmé, je serais content de lui dire en face. Ouais, mais voilà, juste moi, tu vois, quand tu dis c'est faux, moi, néophyte, faux, oui, bien sûr, évidemment, je connais rien. En fait, en tout cas, de vous entendre, intéressant. Le chez Vélo, je suis d'accord avec toi, c'est un bon vulgarisateur. Et je suis très d'accord avec cette phrase-là. C'est quelqu'un qui arrive à bien expliquer, et j'ai regardé ses vidéos, il explique très bien des choses, le fonctionnement du système immunitaire, etc. Il présente les choses. Et je sais pas si tu as lu le debunk qui a été fait par les vaxeuses. Non. Avec 2X. Alors je vais essayer de le retrouver rapidement. C'est dans Big Pragma, c'est un jeu de mots parce qu'ils se font tellement traiter de Big Pharma qu'ils ont décidé de faire Big Pragma. Ouais, je l'ai retrouvé rapidement. Je vais partager à l'ours, et il y a un debunk complet de sa vidéo, point par point, qui a été fait par des gens de Les Vaxeuses, qui prennent toutes les affirmations qu'il a, qui disent ça c'est effectivement de la vulgarisation, c'est bien expliqué, tout va bien. Et puis là, à partir de ce moment-là, il se sert de cette vulgarisation pour vous faire croire des choses.
Donc des affirmations erronées noyées dans de la vulgarisation. Oui, mais en fait, moi le problème que je note, c'est-à-dire que la manière dont on en parle, c'est comme si j'entendais un peu le côté manichéen, avec d'un côté ceux qui ont raison et d'autre côté ceux qui ont tort. Or, on l'a pu le voir quand tu as parlé tout à l'heure de l'ivermectine, enfin pas de l'ivermectine, mais du remdesivir, sur le fait que par exemple Raoult en avait parlé en disant attention, ça pue, ça va pas le faire. Donc ce que je veux dire par là, je donne cet exemple-là, pourquoi ? Parce que à travers les différents scientifiques et les noms que j'ai cités, qu'on a abordés et auxquels tu as répondu, c'est que certains, en fonction de certaines circonstances, peuvent très bien te rejoindre en fonction de certaines circonstances, et puis d'autres moments où t'es pas d'accord avec eux. Et quand j'entends que t'es pas d'accord avec eux, tu dis bah je l'ai débunké, c'est faux. Bah ouais, c'est tout le principe du débat, de la contradiction. Il y a des opinions. En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les faits, l'observation du réel. Je veux dire, t'as un cheval blanc, il est blanc, bah il est blanc. Et tu peux pas dire il est rouge ou il est noir, ou je sais pas quoi. Il est blanc devant toi. Et si quelqu'un te dit il est rouge, voilà, il dit un truc faux. Ensuite, il y en a un qui peut dire ah ce cheval blanc est beau, ce cheval blanc il me fait peur, ce cheval blanc il fait ci. Là, c'est de l'opinion et c'est de la discussion. Christian Vélo, il fait de la vulgarisation. Il y a des moments où il dit le cheval blanc il est blanc, c'est bon, tout va bien. Et puis il y a des moments où il dit des choses fausses, vraiment fausses, qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc quand je te dis débunker, bon pédagogue et te tromper, hein, occasionnellement. Tu peux te tromper non intentionnellement, mais chez lui, ça, franchement, la construction. Si tu prends le temps de lire le document que l'ours vient de partager, tu prendras le temps de le lire. Ça s'appelle des affirmations. Attends, je retrouve le titre. Je suis descendu dedans. Des affirmations erronées noyées dans de la vulgarisation. Et que tu lis le détail, je te laisse. Prends le temps de le lire pour te faire ton opinion dessus. Hein. Tu verras que il dit des choses sensées à un moment donné, il est dans la réalité, puis à un moment donné, il dévisse, il dit des choses fausses, et ensuite, ton interprétation du truc va être totalement fallacieuse parce qu'il part non plus du réel, mais d'une chose qui n'est pas exacte. Alors quand tu dis des choses fausses, est-ce à dire que c'est une interprétation où il se serait trompé consciemment, inconsciemment Alors pour moi, ça relève clairement, ça relève de la malhonnêteté. Je suis comme ça, je le dis. C'est une opinion que j'ai d'après mes connaissances scientifiques et la manière dont il a présenté les choses. J'ai l'impression qu'il a fait exprès, parce qu'il faut vraiment faire exprès pour le présenter comme ça. Et c'est quoi l'intérêt pour lui, pour le coup ? Alors pour lui, clairement, il est quelqu'un qui a déjà un passé au CRIGEN. Un intérêt politique, c'est chez les Verts. Et les tout Verts, le monde est politisé. Donc, bien sûr. C'est difficile là, ce que tu dis. Tout le monde. Non, mais tu m'as demandé quel est son intérêt. Oui. Et chez lui, c'est celui-là. Ne me dis pas ensuite. Oui, tout le monde peut avoir des intérêts. Moi, D'ailleurs, on demande si tu as des liens d'intérêt avec Pfizer, Stéphane, qui le sous-entend un peu insidieusement. J'en ai aucun. Et par contre, j'ai un gros lien d'intérêt. C'est l'État qui me paye. Je suis fonctionnaire, je suis prof. Non mais je suis prof, voilà, j'ai mon salaire de prof, mais non, j'ai aucun lien d'intérêt en soi. Pour être clair, personne me paye. J'ai des nouveaux liens d'intérêt qui sont en train d'apparaître. Alors je sais pas s'il faut les citer. Il y a des gens qui m'ont contacté, notamment l'INDH, l'Institut national de défense des droits de l'homme au Chili, qui m'a demandé de faire un gros rapport pour interdire les gaz lacrymogènes. Il y a la revue du Front populaire de Michel Onfray qui m'a proposé de l'argent pour écrire un article chez eux sur le Lancet Gate. Je me dis, tiens, c'est marrant d'aller chez eux pour leur dire un truc. Donc je vais accéder à leur demande. Donc voilà. Donc j'ai ces liens d'intérêt qui sont tout nouveaux pour moi. Je vais citer. Je vais les citer du coup. Mais sinon non. À part la revue du Front populaire avec laquelle j'ai pas trop d'affinité d'ailleurs. Et donc le gouvernement chilien. Je n'ai aucun lien d'intérêt. Donc pour toi, Vélo, c'est par rapport à les idées. Pour moi, le Vélo. Ce qui peut le motiver dans cette façon de faire les choses, c'est l'intérêt électoral politique des Verts. Je ne sais pas, je ne vois pas autre chose, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, clairement, je te le dis. Moi, je pars du fait que je regarde les choses, je vois que c'est truqué. Et se tromper, c'est pas possible pour toi. Pour toi, il y a vraiment une intention. Alors, c'est possible, je n'exclus pas qu'il se trompe. Il est possible qu'il se trompe. J'aurais bien aimé l'avoir en face pour discuter, pour voir. Mais disons que c'est une construction qui m'a l'air, enfin, ça m'a l'air d'être extrêmement construit pour leurrer, pour tromper. Donc du coup, soit il s'est, pour être très clair, concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris, il a exposé et vulgarisé les dangers d'un type de vaccin qui sont les vaccins ARN. Il a exposé les dangers d'un autre type de vaccin et il a fait une fusion des deux
Mais du coup, il a dit s'il y a ça et ça en même temps, c'est ultra dangereux. Mais ça et ça ne peuvent pas se produire en même temps. Oui, alors je voudrais juste, tant qu'on est là-dessus, le Christian Vélo, ça a été un de mes professeurs pendant 3 ans en licence. Et à cette époque, en tout cas, donc c'était il y a longtemps, mais c'était quelqu'un de tout à fait raisonnable et comme c'était un excellent professeur. Le fait est que c'est un drosophiliste de formation, qu'il n'a jamais, à ma connaissance, étudié de physiologie humaine, et qu'il est tout à fait possible que ces erreurs que tu mentionnes, en fait, soient un biais, soit une erreur tout bonnement humaine, parce que quand on étudie la drosophile, donc les mouches, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a vraiment tendance à centraliser. C'est un organisme qui est plus simple, et de fait, on a tendance à avoir cette perspective de ramener différentes choses vers un même problème. Donc on a tendance à, quand on étudie des processus, pas vraiment en fait, c'est-à-dire que quand on étudie un processus chez la drosophile, ça va avoir des impacts sur plusieurs processus différents chez l'homme. Et de fait, je pense que ce que tu décris, le fait de confondre plusieurs processus différents chez l'homme, ça peut être une construction mentale qu'il a acquise au fil du temps à force de travailler sur des drosos. C'est possible aussi. C'est pas tout à fait ça que je décrivais, mais je te laisse lire en détail le truc des vaxeuses. Tu verras que en fait, vraiment, ça m'a pas l'air d'être ça. Maintenant, j'ai fait de la droso en master. Hein, j'étais dans l'équipe de Nozelli en master, Stéphane Nozelli, sur l'asymétrie gauche-droite. C'est super intéressant. Je connais un peu le mode de fonctionnement des drosophilistes. Je ne pense pas que ce soit le biais que tu décris, mais je vois ce que tu veux dire. Je te laisse regarder en détail. J'ai pas vu c'est une bonne remarque. Et je pense que voilà, on a fait le tour de pas mal de questions ce soir. Je vais te laisser une conclusion si tu veux, Alexander, parce que je pense que là, les gens auront un bon pavé à se taper en replay. Ouais, bah déjà merci pour l'invitation, et puis c'est super intéressant comme discussion. Je suis très content que j'ai des interactions avec les gens. C'était très respectueux. J'ai pas toujours l'habitude. J'ai des gens qui parlent plutôt méchamment. Donc je suis très content, même si on n'était pas tous d'accord, et s'il y a des gens qui sont pas convaincus ou qui voilà. J'incite les gens à faire attention, parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait tout, et je peux me tromper. Et donc s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à les signaler. Je suis très content qu'on me les signale. Je ferai des rectificatifs s'il y a des choses que j'ai dites qui sont fausses. Donc n'hésitez pas à me dire tiens, il y a ça qui est faux. Quand c'est vraiment objectivement faux, bien documenté, je n'hésite pas à faire des rectificatifs. Et j'espère que ça aura apporté quelque chose à tous les auditeurs et qu'ils n'auront pas écouté 4 heures pour rien, quoi. Oui, je l'espère aussi. J'ai la faiblesse de le penser, mais ce sera à vous de trancher, évidemment. Je vous partage le lien du Twitter d'Alexander. Il y a aussi son site que Victoria avait tout à l'heure. Je ne sais pas si un modo peut le faire remonter. Je l'ai pas en copier-coller rapide. Ouais, c'est recherche indépendante. Voilà. Recherche indépendante sur Google. Donc l'ours, il met tous les liens, etc. Donc tu as mentionné tout ça. C'est dans quoi ? Il y a un truc ressources live, je crois. Je vous partage aussi un peu d'autopromo de fait, pas de mal. Le lien de ma chaîne, si vous souhaitez en voir plus, vu que c'était ma dernière pour les universités populaires. Mais quelle dernière ? Plus de 4 heures. Merci à tout le monde. C'était vraiment super sympa. Merci. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce jour de plus pour les universités populaires. Et demain, il y a encore du programme, je crois. Non, on n'a plus Laurent parmi nous. Il est parti. L'ours, est-ce que tu peux rappeler juste la suite du programme pour demain, pour les gens qui veulent être fidèles au poste ? Demain, ce sera Laurent qui était donc là pour un sujet autonomie et résilience. 20h. Et ben voilà qui est fait. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable que long moment en notre compagnie. En tout cas pour moi, c'était que du bonheur. Je vous dis à très vite, que ce soit ici ou ailleurs. Bonne soirée Alexander. J'ai envie de continuer de faire des rimes, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bref, bonne soirée Alexander. Bonne soirée. Et on va conclure justement sur un morceau à toi. Enfin, je crois que c'était l'époque où tu jouais dans ce groupe. Donc, exactement. Ouais. En l'occurrence, c'est My Blood is Made of Sap. Est-ce que tu officiais déjà dans ce groupe ?
à l'époque. Ah bah oui, bien sûr, j'ai toujours été dans ce groupe. D'accord. J'étais à la création du groupe. J'étais pas sûr, donc. Donc tu vas écouter les autres chansons. J'en ai écouté plusieurs pour faire une sélection, oui, justement. Ah, excellent. Et du coup, je me suis arrêté sur celle-là, qui date de 2012, et dans laquelle tu officies en tant que chanteur. Parce qu'on peut être chercheur et chanteur, et professeur, et tout ça à la fois. Et du coup, bonne soirée. Gardez l'esprit ouvert, mais critique, mais sceptique. Et bonne soirée, et à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée.